Youhou. Alors, bonjour à tous. Donc, je me suis déjà présenté hier, mais c'est juste pour vous partager 2-3 tips sur mon parcours qui a été du coup coupé en 2 parties parce que j'ai eu du coup la chance de pouvoir et à la fois travailler sur du gros e-commerce et aussi du gros B2B. Du coup, on ne fait pas du tout la même optimisation de la conversion, vous le savez, hein, quand on fait un site de vente en ligne où les chiffres ils sont palpables, on a de la vente directe et l'effet, en fait, les retombées, elles sont quasi instantanées. Et quand on travaille sur de la lead gen, du gros B2B, c'est plutôt des process beaucoup plus longs, c'est beaucoup plus macro, c'est ce qu'on va voir un peu dans le détail. Mais le but, c'est vraiment enfin, j'ai vraiment eu cette chance-là de pouvoir voir les deux, de pouvoir les comparer et surtout de faire des ponts entre les deux pour apporter le meilleur en termes d'optimisation de la conversion. Du coup, j'ai créé mon agence Roti qui fait de la conversion et passionné et geek que je suis, je me suis lancé aussi dans la vibe IA, donc la mise en place de dispositifs IA pour des sites et des entreprises qui veulent le personnaliser pour eux. Je vous montrerai ça tout à la fin. Et puis, comme l'a dit Gérald aussi, une petite fibre technique, donc je peux être à la fois à l'aise à discuter avec un développeur sur la tech, l'UX, le market business et surtout de la data qui est essentielle dans ce travail-là. Donc ça, c'est, si je peux résumer la CRO ou l'optimisation de la conversion, ça serait dans cette image-là. Pourquoi? Parce qu'avec un simple montage, on va réussir à guider la lecture d'une page ou de cet écran-là en contrôlant un peu le cerveau juste via des contrastes de couleurs. Et du coup, avec cet exemple-là, ça vous montre, vous, le potentiel et la capacité de faire la même chose avec vos internautes pour aller les guider vers là où vous souhaitez qu'ils aillent. Sauf que, évidemment, les choses ne sont pas si simples que ça, parce qu'il y a ce que l'internaute a besoin et possède comme idée en tête. Il y a vous, en tant que marque et produit, ce que vous allez proposer. Et le but, on va le voir tout à l'heure, c'est d'essayer de faire matcher les deux. Mais c'est pour vous dire que quand on fait de l'optimisation de la conversion, on essaye de se mettre dans le cerveau de l'autre pour essayer de voir et de connaître le subconscient, les différents éléments qu'on a qui font fonctionner un être humain de façon globale. Et derrière, en jouant avec des contrastes, avec des mécanismes, essayer de guider l'internaute vers l'objectif final qui est donc la conversion. Du coup, ma promesse sur cette petite conférence, c'est que, vous allez connaître les bases pour savoir faire l'optimisation de la conversion, avoir plusieurs conseils concrets que j'ai à vous transmettre. Il peut y en avoir des centaines et des milliers, mais j'ai essayé de vous focaliser sur quelques éléments ultra importants et prioritaires, voir des cas pratiques, donc ça sera très visuel. Et puis bien évidemment, on peut échanger, si vous avez la moindre question ou quoi, n'hésitez pas. Et bien évidemment, pour finir, avec Nicolas, on va parler sur deux landing pages de WP Chef et puis des questions-réponses. Du coup, CRO, qu'on soit tous d'accord, c'est Conversion Rate Optimization, en français, optimisation du taux de conversion. Attention à ne pas confondre CRO, il y a aussi le Chief Revenue Officer, qui est donc un acronyme d'un poste de responsable financier dans des grosses sociétés. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Très souvent, la première question qu'on me pose, c'est Mehdi, quel est le taux de conversion moyen? Donc là, il y a une étude très récente de IRP Commerce de 2023. En gros, pour un site à l'échelle mondiale e-commerce, on est à 2,2% en moyenne. Pour de la lead gen, on est à 1,8%. Et du coup, ce que je conseille, ce que je dis très souvent, c'est votre focus, il doit être sur du 2% si vous ne l'avez pas encore atteint. Ayant travaillé sur des centaines de sites, très souvent on est très loin des 2%, mais j'ai vu des exceptions où il y a des taux de conversion à 2 chiffres en termes de taux de conversion. Et c'est très souvent en fait des entreprises qui vont avoir une certaine maturité dans le digital marketing, qui font ça depuis des années. Et du coup, premier conseil, c'est que si vous avez un business, si vous avez un client, plus tôt vous allez vous lancer dans cette optique d'optimiser et de faire les choses bien et d'avoir une vue 360 dans votre digital marketing, mieux c'est et plus tôt vous allez gagner du temps. Exemple, l'optimisation de la conversion, évidemment ça va jouer sur l'interface,
mais avoir une stratégie digital marketing qui consiste à dire, moi, mon acquisition, je ne la fais pas que sur du SIA ou du SEO, je vais diversifier mes canaux d'acquisition. Bah ça, c'est une énorme maturité digitale parce que si vous avez un ou deux canaux sur lesquels vous êtes dépendant, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer sur un des deux canaux. Exemple, vous vous faites déclasser sur du SEO, bim, ça vous fait perdre 40% de votre audience, et bim, derrière, ça fait X% de moins sur votre chiffre d'affaires. Du coup, ça, c'est par exemple une maturité digitale et avoir une stratégie d'optimisation de la conversion est aujourd'hui, en tout cas en mon sens, considéré comme une bonne maturité digitale, de l'avoir en tête et surtout de commencer le plus tôt possible à tester, à faire des choses. Du coup, si je devais dessiner un peu le parcours utilisateur d'un site, d'une interface de vos business, ça serait grosso modo ça. On a dans un premier temps un schéma assez stéréotype. L'internaute arrive sur une page d'accueil, la catégorie, produit, le funnel, et il finit sur une conversion. On peut avoir des schémas aussi plutôt excellents. On va créer des raccourcis sur la landing page qui vous fait ramener soit dans un funnel, soit directement en conversion. Et puis si je prends le taux de conversion moyen de 2%, ça nous donne à peu près ça. Et du coup, votre travail d'acquisition, il est en amont de tout ce parcours-là. Et ce qui est représenté par des petites flèches, c'est ce qu'on appelle les drop-off. Donc, ce sont les taux de fuite de vos pages. Et puis, proportionnellement, plus on va se rapprocher de la conversion, plus ce drop-off il devient important. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive sur des taux de conversion de 2%. Stratégiquement, et dès qu'on parle en fait très souvent du taux de conversion, on est tous focalisés sur le 2%. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 98. Parce que c'est là où on va aller chercher de la performance. C'est de pas... Enfin, ok, le 2%, c'est un acquis c'est un précieux qu'il faut garder. Mais moi, mon travail, c'est d'aller chercher et de regarder pourquoi 98% de mon audience n'a pas converti. Évidemment, tout le monde n'est pas là pour convertir. Il y a des problématiques de qualité de trafic, d'audience. Il y a des personnes qui vont venir faire de la veille, des concurrents. Il y a des bots, il y a des gens perdus, il y a des étudiants, il y a des gens qui veulent postuler. Néanmoins, si on va se dire, OK, on va supprimer un peu toutes ces personnes-là et on va garder 40% des autres personnes qui n'ont pas converti, le but, c'est d'aller les pousser et d'augmenter ces chiffres-là. Enfin, de travailler sur les deux ratios. Pardon. Du coup, 3 ingrédients pour moi qui sont essentiels. Le premier, c'est de la mesure. On va voir tout ça dans le détail. Le deuxième ingrédient, c'est de l'empathie. Et le troisième élément, c'est le challenge. Du coup, on va commencer avec le premier. Donc, la mesure, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est évidemment avoir le premier conseil, la première base sur laquelle vous devez travailler, c'est votre tracking analytics, la mesure d'audience. Et pour ça, quand on est dans une ère de la data qui génère après derrière des IA, etc., tous ces mécanismes, tous ces modèles d'intelligence artificielle, etc., ils vont être basés sur la data. Et du coup, le futur va tendre sur ce qu'on appelle la guerre de la donnée. C'est ce qui se passe un peu dans le monde quand on parle de TikTok, des réseaux sociaux, des IA. On l'a vu récemment avec DeepSeek, par exemple. On est clairement dans une guerre numérique qui va donner le pouvoir, le plus gros business à celui qui détient la plus grosse masse de données. Et du coup, vous avez, face à des DeepSeek, à des OpenAI, etc., on a des business à des tailles plus humaines, mais il faut juste vous transposer dans cette même optique de dire, moi, dans mon business, si je veux exceller et battre mes concurrents, je dois avoir une stratégie data-driven, donc basée sur la donnée. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que tout simplement, c'est un camembert et celui qui détient le plus de données aura la chance de connaître plus d'informations et donc avoir des positions concurrentielles favorites. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis la nuit des temps. C'est à l'époque, celui qui détenait l'information gagnait une guerre. Vous êtes dans une guerre entre guillemets commerciale.
Et donc, si vous détenez le maximum de data, vous avez plus de probabilité de la gagner. OK, on revient sur l'analytics. L'analytics est une brique de la data qui doit être mesurée et efficacement. Et du coup, premier conseil, c'est que vous devez avoir un ou au maximum 2 outils analytics installés sur votre site et qui soient uniformes sur toutes vos interfaces. Donc, ayant travaillé sur d'autres acteurs qui ont généralement un site web où tout est centralisé, ça a été beaucoup plus simple pour eux. Pour vous, j'ai remarqué dans vos business models, vous avez des sites, des funnels à droite, à gauche, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué pour vous. Mais aujourd'hui, il y a quand même des moyens, et on va le voir juste après, pour essayer de centraliser un peu tout ça et d'avoir le même tracking analytics, le même outil sur tous vos funnels. Le but, c'est quoi? C'est que votre objectif primaire, c'est de savoir l'internaute quand est-ce qu'il est venu la première fois et quand est-ce qu'il a converti à la fin. Et de connaître le plus important qui est le cycle d'achat et de pouvoir suivre cet internaute-là de façon anonyme sur toute la chaîne et toute sa vie digitale chez vous. Donc ça, c'est vraiment l'objectif primaire. Ensuite, du coup, derrière, si vous branchez un CRM, etc., le but, c'est d'aller le suivre par la suite. Mais la première base, c'est d'installer un outil analytics fiable, uniforme, centralisé. Et aujourd'hui, il y a aussi un cadre légal. Du coup, je suis dans l'obligation légale de vous dire qu'il doit être conforme et respecter la privacy. Et surtout, on ne fait pas de la data pour avoir la beauté des chiffres, mais quand on détient la data, ça doit être actionnable. Je possède ou j'ai 30 000 visiteurs, moi, avec un taux de conversion de 2%. Super, bravo. Mais si ce n'est pas actionnable, ça ne sert à rien. Ça doit vraiment vous pousser à faire de l'action marketing, business, commercial derrière. Du coup, ça, c'est par exemple une première recommandation d'un exemple de setup. Ce qu'on fait généralement, c'est que vous avez votre site ou votre écosystème. On va installer, exemple chez Google, un Google Tag Manager, outil gratuit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un CMS qui va gérer les tags sans avoir à coder ou à développer. Et donc, par exemple, dans ce TMS, donc c'est un Tag Management System, on va installer Google Analytics, le tag de conversion Google Ads, et puis tout le reste à partir du moment où vous avez un outil à installer. Le but, c'est quoi? C'est qu'avec ce TMS-là, ça va vous supprimer toute la charge de devoir demander à chaque fois un développeur, etc., à chaque fois que vous avez un outil à installer. Et surtout, ça permet un meilleur monitoring de vos tracking. Donc ça, c'est un exemple. C'est chez Google, mais je peux vous recommander aussi du Piwik Pro ou quoi, qui sont les concurrents et qui vont être peut-être un peu mieux RGPD compliant. C'est pas le cas du Tag Manager, du Google Tag Manager? Google Tag Manager en soi, c'est une coquille qui est vide. Et du coup, Une surcouche pour que ça soit compliant avec la RGPD? non, c'est plutôt l'Europe et Google, c'est pas des grands. Ouais, c'est ça. Exactement. Depuis plusieurs années, c'est un peu touchy. Mais du coup, qu'on soit tous d'accord sur la définition de la conversion, et on a tendance à croire que c'est la conversion finale. Moi, ce que je recommande, c'est de la diviser en deux. Donc, vous avez ce qu'on appelle les conversions d'engagement et puis la conversion business derrière. Et du coup, pourquoi c'est important? Parce que dans la conversion d'engagement, on va aller... Le but, c'est qu'un internaute qui arrive sur votre site, il est là de façon anonyme. Donc, c'est un visiteur lambda. Et le but, c'est d'arriver à cette chaîne de valeur qui va le transformer en prospect plus ou moins chaud, et puis à la fin, client. Et en fait, si vous êtes focalisé que sur la conversion business, vous êtes juste en train de dire mon internaute anonyme va arriver où je souhaite qu'il soit client. Ok, c'est un objectif bien, mais en fait, rappelez-vous, pour traverser la rivière, il vaut mieux mettre plusieurs pierres sur lesquelles on va sauter plutôt que d'essayer de sauter en une seule fois, ce qui est beaucoup plus compliqué et risqué. Et du coup, on va créer des
mini ou des micro-conversions sur un site pour justement, ne serait-ce que passer de l'internaute à un prospect via une récolte d'adresse mail ou une info, ça va nous permettre de l'identifier, de le nurturer derrière, de le travailler. Et du coup, c'est vraiment une première excellente étape sur laquelle vous devez travailler pour que ça soit parlant pour vous et que votre optimisation de la conversion soit efficace. Et du coup, là, on voit les fameux jumps là-dessus. Donc, et ça, par exemple, j'ai pris un site e-commerce basico-basique, Zalando, une fiche produit. En tant que businessman ou businesswoman, vous allez me dire que la conversion principale sur Zalando, ça va être de vendre des chaussures et des vêtements, donc d'ajouter le produit au panier. Sauf que d'un point de vue optimisation de la conversion, on peut voir où est-ce que vous voyez des conversions d'engagement. Ouais, la wishlist par exemple. Pourquoi? Parce que si je vais cliquer sur la wishlist, hop. Là, je vais être automatiquement redirigé vers un espace de connexion. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, ce qu'ils essayent de faire, c'est exactement ce que je vous disais. Je suis un internaute anonyme, donc un outil analytics ou de marketing automation ne me connaît pas. Je suis un identifiant, 1, 2, 3, 4. J'ajoute un produit à la wishlist. On me demande de me connecter. Je vais renseigner une adresse mail. Et là, comme par hasard, je deviens un prospect. Ils auront mon adresse mail. Et donc, une fois qu'ils ont mon adresse mail, il y a grosso modo un outil de marketing automation avec un système de scoring derrière qui va m'évaluer. Est-ce que je suis un prospect froid, moyennement chaud, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on va essayer de réchauffer le prospect pour qu'il devienne client. Également, du coup, sur cette même page, on peut scroller, trouver d'autres fonctionnalités qui vont nous permettre en fait, de faire passer un internaute anonyme à un prospect, comme par exemple la fameuse newsletter. Et donc ça c'est un premier exemple. Et si du coup on peut passer à la partie empathie, c'est que on constate que les internautes, quand ils vont essayer de convertir et qu'ils ont un besoin précis, il y a cette fameuse petite voix à côté de nous qui va nous poser 1000 questions. Essayez d'imaginer, vous voulez acheter, je ne sais pas moi, un tapis de course, vous habitez au 3e étage, le tapis de course coûte 1200 €, forcément vous n'allez pas l'acheter comme ça en 2 clics. Toutes ces questions-là, elles vont venir se poser. C'est quoi les frais? C'est quoi les délais de livraison? Est-ce que c'est un site qui est fiable? Que disent les avis? Est-ce que je peux le payer en plusieurs fois? Imaginez le tapis de course, il tombe en panne et j'habite au 3e étage et qui pèse 150 kg. Qui va venir le chercher? Et en fait, ça, c'est naturel. Mais on estime dans l'optimisation de la conversion que si l'internaute a posé ces questions-là, c'est que vous n'aviez pas répondu en amont. Parce que si, à un moment donné dans le parcours, il était clair que les frais de livraison, c'est 0 €, le SAV, on vient le chercher et vous pouvez payer en 10 fois sans frais, l'internaute n'aurait jamais posé cette question-là et n'aurait pas eu ces frictions avant de convertir. Du coup, un des secrets de l'optimisation de la conversion, c'est d'aller se mettre à la peau de l'internaute, d'aller essayer d'acheter ce process ou de faire le process de conversion pour le tapis de course, de récupérer toutes ces questions potentielles que l'internaute va se poser. Et en fait, on va les transposer, on va pouvoir y répondre dans le parcours utilisateur pour pas qu'elles restent et qu'elles créent de la friction. Et du coup, l'empathie, elle prend tout son sens. Donc, première chose, exercice pas très facile, mais sortez la carte bleue et faites un acte d'achat de votre propre produit. Vous vous l'auto-payez. Vous sortez du moule, vous dites « Ok, je ne connais pas mon business, je vends une formation, je vends tel produit, je vais mettre sur Google ou je vais vraiment faire une expérience complète d'un internaute qui cherche quelque chose. Est-ce que vous vous auto-trouvez? Est-ce que le parcours a été simple?
faites-le sur téléphone, faites-le sur tablette, et testez-le et payez avec votre carte bleue. Ça prend tout son sens en fait de faire le parcours en le monétisant. Vous n'aurez pas la même approche que si vous le faites en mode je vais contrôler la page avant de la mise en prod. Et si c'est compliqué pour vous, demandez à un proche de sortir sa CV et d'acheter votre produit. Vous le rembourserez après et vous verrez en fait tous les retours qu'il va vous faire. C'est ultra précieux. Deuxième solution, très simple. Si là je vous dis je me sens mal, vous allez me dire Mehdi, qu'est-ce que tu as? Dans une interface, c'est pareil. Si un internaute en fait, il va se poser des questions et il ne sait pas où convertir, il a énormément de doutes, bah, il faut lui demander qu'est-ce qu'il a. Et donc, solution très simple. Par exemple, il y a une formule gratuite chez Hotjar où vous pouvez créer un formulaire de feedback en quelques clics. Vous le publiez sur votre site et vous allez demander à l'internaute qu'avez-vous pensé du site ou qu'avez-vous pensé de tel ou tel produit ou de tel ou tel parcours. Et là, en agence, on a vu des choses assez incroyables du type attends, je viens d'un magazine papier que j'ai acheté, il y avait un code promo de moins 20%, et en fait, les équipes marketing, ils ne l'ont pas rentré. Et ce code promo-là, il a été imprimé dans des magazines à des milliers d'exemplaires, et du coup, les gens, ils venaient, ils étaient intéressés par le promo, mais comme les équipes marketing ne l'ont pas ajouté côté CMS, bah, personne ne convertissait. Donc, une campagne marketing qui a coûté des milliers, mais derrière, il n'y a aucune retombée. Et ça, on ne l'aurait jamais su sans un feedback des internautes. Du coup, on a eu 1-2 retours. On a dit, oups, il y a un loupé. On a été très rapidement dans le CMS. On a rentré le code promo et problème réglé. Mais on ne l'aurait jamais su si on ne l'avait pas demandé. Et du coup, demandez à l'internaute qu'est-ce qui va pas, récupérer ces insights-là. Et là, vous avez du coup, des éléments très précieux pour corriger telle ou telle chose oubliée ou optimiser le site. Ensuite, il faut se mettre à la place de l'utilisateur dans cette espèce de chaîne de valeur qui est la suivante. Un jour, je vais avoir une idée qui va potentiellement me constituer un besoin. Tiens, j'ai envie d'une nouvelle, je sais pas moi, un nouveau casque pour faire mes réunions Zoom. Donc, idée, besoin. Je fais quoi? Je ne vais pas aller chez Darty, j'utilise Internet. Et ensuite, du coup, je vais chercher. Je vais faire un parcours de recherche qui va me dire, OK, quel est le meilleur casque qui va me permettre de, je sais pas moi, de faire mes réunions avec une belle voix et sans forcément avoir du bruit ambiant, par exemple. Et à un moment donné, je vais trouver ma shortlist de produits. Donc ça, c'est d'un point de vue utilisateur. D'un point de vue marque, vous avez un domaine d'activité, je sais pas moi, un Jabra qui est spécialisé dans le son, qui va proposer des produits, créer un site, faire une stratégie d'acquisition et proposer un produit adapté. Et donc, évidemment, le but, c'est que les deux, l'utilisateur et la marque, se rencontrent. Et entre les deux, il y a un pont qui se crée. Et ce pont-là, du coup, c'est le fameux match pour faire la conversion. Et du coup, ça, c'est ultra important de le dessiner et d'en prendre conscience parce que en dessinant cette chaîne de valeur-là, vous allez dire, OK, par rapport aux besoins utilisateurs et mon produit, comment, à quel moment il y a ce match-là et comment je vais faire en sorte que l'utilisateur, avec l'idée, le besoin, la recherche, va trouver quelque chose pour tomber sur mon propre produit. Autre conseil, sur un exemple de test, donc j'ai tapé leasing voiture pour entreprise. Évidemment, je tombe sur une annonce ads de chez Audi. Qu'est-ce que vous voyez comme feedback des gens ou comme remarque? Le titre. Ouais. Donc je tape leasing voiture entreprise. Le title, c'est Audi Business. OK. Donc il y a une décorrélation entre la requête utilisateur
et le titre de l'annonce qui est proposée. Donc ça, par exemple, pour vous, c'est une première approche de dire, OK, par rapport aux mots-clés que j'achète, je vais faire moi-même des tests et je vais regarder la correspondance entre les deux. Parce qu'évidemment, il y aura moins de probabilité de clic si le titre va exactement correspondre ou se rapprocher au maximum de la requête que moi, en tant qu'internaute, j'ai choisi et j'ai tapé. Ensuite, par chance, j'ai cliqué sur le premier lien. Ce qui est bien, c'est que je tombe sur une page avec le même titre que la requête. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, sur la page, je ne sais pas si je l'ai gardée ouverte ou pas. Ah si. Ok, donc là, j'arrive sur une landing page de chez Audi pour mon leasing de voiture. Hop, je fais le parcours. Blablabla, blablabla. Hop, je cherche une voiture. C'est long, hein? C'est une page SEO, c'est même pas une page. Ouais. Même pas une page SEO. Bah, vu comment ils ont essayé de caler plein de requêtes et tout. Enfin, des voitures. Du coup, j'ai une espèce d'Audi A1 en rouge. On dirait, enfin, c'est vraiment de la 3D. J'ai une Audi A3 que je vois de derrière, un Q3 très loin sur l'image avec des call to action pas très clairs, pas de prix. Et puis, sans parler du fait qu'on est quasiment au 75% de scroll de la page. Donc ça, c'est une des erreurs, c'est de dire la décorrélation totale entre la campagne marketing, le titre, le contenu de la page, et surtout, moi, si je recherche une voiture, je veux voir la voiture dès le premier écran. J'ai tapé une requête précise qui est leasing voiture entreprise. Je veux voir sur ma landing page des voitures car c'est mon besoin. Ok, le contenu est ultra important parce que ça va jouer sur le quality score, etc. On ne le met pas de côté. Mais c'est pas normal de faire 75% de scroll pour arriver à avoir une voiture. L'internaute, il se barre bien avant. Du coup, pour l'empathie, si je devais vous donner des conseils, comme on l'a vu, la première chose, c'est de vivre une expérience client, ou même plusieurs expériences clients, de renouveler cette expérience à chaque fois que vous avez des nouvelles interfaces, des nouvelles mises à jour, de s'intéresser aux vrais besoins utilisateurs et d'essayer de le matcher au maximum. Quelqu'un qui a besoin de la voiture, dès le premier écran, vous devez lui présenter une voiture. Si j'ai besoin d'écouteurs ou de casques pour mes réunions, ben vous faites pareil, etc., etc. Adapter les usages. Donc, évidemment, il va y avoir des différences entre un usage desktop et un usage mobile, ce qui est normal. Et donc ça, c'est absolument à prendre en compte dans l'expérience utilisateur. Et vous le saurez grâce à un outil analytics, entre autres. De dire, OK, mon audience, elle vient majoritairement de desktop ou de mobile. Bah, du coup, je regarde comment se comporte mon audience et j'essaye d'adapter ces usages-là. Et puis derrière, je vous avais dit tout à l'heure d'essayer d'éliminer les frictions. Vous allez pouvoir les éliminer en majorité, mais stratégiquement, pour optimiser la conversion, il faut toujours laisser une toute dernière friction qui va créer un mini doute et encourager l'internaute de convertir. Exemple, pour le tapis de course, vous allez répondre à toutes les questions, mais à un moment donné, vous allez faire exprès de ne pas donner telle ou telle information qui va dire à l'internaute « Ah tiens, ça, je n'ai pas trouvé, je vais quand même poser une question, mais c'est vraiment le dernier truc qui manque et qui va faire engager l'internaute et le transformer en prospect au minimum. » Donc de récupérer un contact et derrière de le nurturer. Troisième chose, du coup, le challenge. Et du coup, là, on arrive sur le cas concret avec Pierre David sur l'Académie de la haute performance. Donc ça, c'est le premier écran de sa page d'accueil. Et du coup, on se met d'accord pour optimiser la conversion du site. Et une des premières choses du coup, sur laquelle je me suis focalisé, c'est de se dire, OK, cet écran d'accueil, je le conçois tel quel. Je constate que le menu navigation
est selon moi surchargé, que le bouton de conversion rendez-vous offert est timidement présent. Et que derrière, ok, l'attention est quand même focalisée sur cette image-là. Du coup, première action que j'ai mise en place avec Pierre, c'est d'aller tester le bouton rendez-vous offert. Du coup, test relativement simple, hein. Je crée des maquettes où je vais faire sur desktop plusieurs choses. Resserrer un tout petit peu les espaces du menu de navigation. Donc là, je parle des espaces entre les différents items. Travailler un peu plus le bouton d'action avec une couleur différente pour faire ressortir le texte. Ressortir une couleur qui n'est pas omniprésente sur le site AHP, qui est donc le bleu dominant. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est la couleur verte. Et surtout, je me suis intéressé aux usages de AHP, qui est l'utilisation omniprésente du mobile. Et du coup, deux choses. Création d'un bouton de conversion dans le haut de la page et en fixe, ici pour réserver son rendez-vous. Peu importe où, quand vous allez scroller sur mobile, il va être omniprésent. Donc ça, c'est ma première variante. La deuxième, c'est de faire la même chose, mais avec une couleur jaune. Donc complètement d'accord sur le hors-chart. Et troisième truc qui a bien fait rire Pierre, c'est le rose. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une stratégie de test, et le but, c'est de dire quoi ? C'est qu'au final, on ne sait pas. On va tester, et on va voir ce que ça donne. Ok, du coup, on va jouer à un petit jeu, et vous allez deviner qui a gagné. Hop, vous pouvez scanner le QR code et répondre. Selon vous, est-ce que c'est l'original? Est-ce que c'est la variante verte, jaune ou le rose qui a le mieux converti? On est d'accord pour les petits malins qu'il n'y a personne, il n'y a pas besoin d'aller sur le site. Non. Alors du coup, sur cet A/B test, en fait, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est que le bouton rendez-vous offert, quand on clique dessus, on arrive sur un funnel de conversion. Donc en termes de taux de conversion, le KPI primaire, c'est de mesurer combien de personnes on fait emmener davantage sur la page suivante. Et derrière, comme on est dans le funnel, on va contrôler en fait que la conversion finale est quand même positive. Et du coup, c'est pour ça que vous avez deux questions. La première, c'est de dire quelle est la variante qui emmène le plus de gens dans le funnel. Et ensuite, la deuxième, c'est quelle est celle qui convertit le mieux. Est-ce que c'est OK? Tout le monde a pu répondre? Alors, du coup, ça, c'est les résultats de l'A/B test qui est encore en cours. Donc, dans un premier temps, chaque variante a récolté 3000 visiteurs. Et pour chaque variante, donc là, on regarde le taux de passage. Quel est le taux de passage? Donc l'original, elle est à 3,52. Elle fait passer 3,52% de l'audience vers le funnel. La verte, 5,26, 5,51 pour la rose et la jaune, 5,24. Et derrière, si on regarde le taux de conversion final, on a un match qui se joue, enfin qui est très serré. Donc là-dessus, l'échantillon est relativement faible, donc ça se joue à rien du tout. Mais on voit très bien que la version rose, elle est en train de prendre le lead sur l'A/B test en termes de conversion finale. Et ce qui est assez intéressant et intriguant, c'est que la couleur verte, elle fait passer plus de gens, mais en conversion finale, elle est la moins performante. Et du coup, en fait, ce qui est magique avec l'A/B testing, avec l'optimisation de la conversion, c'est qu'on peut très bien se dire, OK, moi, je vais mettre un call to action vert parce que c'est universel, c'est rassurant et puis ça performe bien.
ben, quand vous allez faire un test, ça se trouve, c'est le rose qui va mieux convertir. Et du coup, c'est ça qui est super, c'est que on va mettre des hypothèses, on va sortir de la vie personnelle et on va laisser les internautes décider pour nous. Et donc, supposons que cet A/B test soit fini, grâce à cette optimisation-là, là, on parle du taux de conversion final de prise de rendez-vous de la HP qui passe de 0,74 à 0,99 avec un seul A/B test de couleur. Et du coup, ça peut vous montrer en fait le potentiel. Et concernant la mise en place d'un A/B test, étant donné que vous avez anticipé cette stratégie data-driven sur votre site, pour faire un A/B test comme ça, comme le GTM est en place, j'ai juste besoin d'injecter un tag d'A/B testing, de le préconfigurer sur l'outil d'A/B test et de le lancer. Et du coup, c'est vraiment super parce que aucun développeur ne va intervenir. Il n'y a pas de long process ou quoi. Ça se fait très rapidement et on peut tester comme ça des choses très facilement. Du coup, l'avantage de l'A/B testing, c'est que tout va être facile. Ce n'est pas définitif. Donc ça, c'est super. On fait du test and learn. On peut aller chercher du quick clean pour aller ramener de la perf. Ça permet de faire des boosts de conversion. Supposant que vous êtes dans un mois qui est creux, on peut mettre une action d'A/B testing qui va aller chercher et booster un peu et rattraper la courbe en fin de mois pour améliorer un peu les résultats. Et surtout, on donne le choix de l'internaute qui va faire le travail un peu pour nous de choisir sa meilleure interface qui va mieux le correspondre dans le temps. Et du coup, comme je l'ai dit, aucune intervention technique, un simple tag d'optimisation de la conversion suffit, en tout cas de votre côté, parce qu'il y a quand même un peu de développement côté CRO pour faire un A/B test. En fait, sur des tests très simples, on va pouvoir utiliser une interface WYSIWYG, donc what you see is what you get, mais pour des tests assez avancés, on est dans l'obligation de toucher au code, en tout cas de notre côté, pour pouvoir avoir des performances en fait, d'affichage très rapides. Et du coup, par exemple, sur la HP, en fait, étant donné que l'A/B testing est en cours, si chacun d'entre vous va sur le site, potentiellement, chacun d'entre vous va avoir une variante différente. Et en fait, un outil d'A/B test, une fois qu'il vous a attribué une variante, et tant que vous revenez avec le même navigateur, la même session de navigation qui contient le même cookie, vous verrez toujours la même variante. Et en fait, c'est une expérience relativement basique, même variante. On regarde comment vous allez vous comporter, on enregistre la conversion et puis on teste. Tu estimes à combien la perte de performance de la page? Parce que forcément, ça surcharge et donc ça fait mouliner plus que une page qui est en cache. En fait, ma recommandation, c'est de minimiser l'impact sur le développement. Du coup, par exemple, entre changer la couleur d'un bouton, tu vois, en utilisant un outil WYSIWYG versus faire moi-même ma demi-ligne en JS va être beaucoup plus efficace que d'utiliser, tu vois, l'outil. Du coup, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Étant à l'aise avec le dev, je vais le faire moi-même. Ensuite, je vais éviter de faire du full A/B test. Je ne vais pas tester toute une page entière versus une autre en surcouche JavaScript. Je vais plutôt demander là aux développeurs de développer une URL A et une URL B. Et en fait, l'outil d'A/B test va faire le switch entre les deux. En fait, je vais plutôt fonctionner dans le sens inverse. C'est-à-dire, en fonction de la complexité de l'A/B test, je vais choisir la meilleure méthode qui va te faire perdre le moins de performance. Et pour que ce soit pertinent, ce qui est bien sur l'Académie de haute performance, il y a du volume. Pour que ce soit pertinent, il y a combien de data? Je t'ai déjà posé la question. Je pense que c'est important de la poser en... Je pense qu'il vaut mieux avoir au moins 10 000 visiteurs mois sur un site pour pouvoir tester. Ouais. Et avoir des résultats rapidement. Concrètement, là, comment ça se passe quand tu fais un A/B test de couleur? C'est que tu passes une constante en JS ou du CSS par le tag manager? Ou c'est une variable? Là, en fait, j'installe un outil d'A/B test. Okay. Et dans mon outil d'A/B test, concrètement, pour parler code, je vais dire
l'ID du bouton, color, background color, et je le passe. Tu modifies avec l'inspecteur d'éléments pour Exactement, ouais. plus contrôler sur son Mac. C'est ça. En fait, un outil d'AB test, c'est que si je vais... Et aussi pour info, ça ne modifie pas le site en vrai, hein, ça modifie que une couche. C'est un calque qui s'ajoute dans le navigateur. Donc ça ne modifie pas le site sur le serveur. C'est ça. Donc en fait, un outil d'AB test, il fonctionne de la même manière que si je vais ici. Est-ce que je vais... Voilà. Donc là, je modifie la couleur du bouton en temps réel sur le bouton d'ajouter au panier de Zalando. Et un outil d'AB test, c'est pareil. C'est que il y a une interface. Dans cette interface, je vais dire tel élément-là, tu modifies son background color avec telle couleur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la page originale se charge, celle qui est en production sur votre site. Il y a l'outil d'AB test qui arrive en fin de chargement de la page et qui va lire mon code que je lui ai donné, qui va dire « Ah oui, ok, sur cette page-là, je modifie le bouton en rouge. » Et du coup, je le fais en surcouche JS. Et tout ça en quelques millisecondes. Donc en fait, l'internaute ne voit rien. Il ne voit pas l'affichage de l'original, puis de la variante qui arrive. Mais concrètement, c'est ce qui se passe. Donc on ne modifie pas le code source côté serveur d'un site, on le modifie en surcouche JavaScript, comme vous le faites comme ça dans le navigateur. Et tu utilises quoi comme outil de test? Par exemple VWO, qui va avoir une formule gratuite et avoir un bon rapport performance-prix. Ce que j'ai bien aimé, Mehdi, et après, Antoine, tu as une question d'abord. Ouais, bah est-ce que les outils intégrés, par exemple à ClickFunnels ou GHL, ça ralentit trop ou ça marche bien? Il faut tester, il faut voir. Mais en fait, comme je l'avais dit, il y a deux choses. Il y a la manière dont tu vas faire la modification qui va avoir un impact et ça se mesure réellement. Et en fait, par exemple, avec VWO, ce que j'aime bien, c'est que quand tu configures ton test, il va comparer l'affichage de ton A/B testing par rapport à l'original pour te dire, sur cet A/B test-là, on a, je ne sais pas moi, 30 kilobytes utilisés en plus, ce qui est peu significatif, tu vois. Parce que là-dessous, quand on fait ça, en tout cas sur GHL, on a deux URL différentes qui se créent en fait. Okay, ouais. Du coup, ça veut dire que ça crée deux pages différentes et qu'elles se chargent la même chose. Ouais. Donc là, quand tu crées deux pages différentes, il faut juste faire attention à ce que ton outil il ne te crée pas un duplicate content pour le SEO, par exemple, ou qu'il a, comment on appelle ça, une canonical, enfin qu'il a bien mis une canonical entre les deux URL, tu vois. Ce qui est intéressant sur ton outil que tu utilises en A/B test, c'est qu'il te donne aussi un indice de pertinence que tu vas calculer en mode, parce que tu n'es pas le seul à arbitrer genre version A, version B, tant de pourcents, machin et tout. Ouais. Il va te dire, ok, bah en fait ce résultat est pertinent ou pas, il va te donner un indice de confiance sur sa A/B test, c'est hyper bien. C'est ça. Et en fait, l'indice de confiance, il est basé sur un calcul statistique bayésien qui va permettre de prendre en compte l'historique des variantes, etc. Par exemple, si une variante a été gagnante depuis tout le début de l'A/B test, bah, elle va avoir plus de poids que s'il a été entrecroisé entre l'original et que ça a été une battle compliquée, par exemple. Il prend le contexte, donc ça, c'est super. Et puis, bah, c'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'échantillons. C'est comme pour sortir un médicament ou que sais-je, il vaut mieux le tester sur une population beaucoup plus large pour tester sa pertinence, les effets secondaires, etc. Et du coup, dans un A/B testing, c'est un peu pareil. Plus vous allez avoir de visiteurs, de conversions, et plus le calcul statistique va être pertinent. Le but, c'est que vous sortez avec une version gagnante dont vous êtes assuré qu'à 90 ou à 95% de chances que les résultats que vous avez obtenus en A/B test soient les mêmes une fois que vous avez implémenté la variante définitive. Et ça, c'est important. Ok, donc là, on a parlé d'A/B test. Avec Pierre, on a travaillé également sur autre chose. C'est qu'une fois qu'un internaute a cliqué sur le bouton rendez-vous offert, donc il arrive sur un tunnel de conversion. Hop, AKD. Je vais vous montrer ça. Ok.
Donc là, l'internaute arrive sur ce funnel sur lequel il va choisir un rendez-vous. Ok, donc je choisis un créneau et là, très souvent, ce qui va se passer, c'est que en voyant un formulaire comme ça aussi long, bah, l'internaute quitte la page ou le funnel parce que c'est chiant de remplir tout ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que quand un internaute s'apprête à quitter la page ou s'il n'a pas trouvé de créneau réservé, il va déclencher un dispositif de rétention. Donc là, je l'ai déclenché manuellement et normalement, il est censé détecter la sortie de la souris pour lui dire « vous ne trouvez pas de créneau, réservez un créneau ». Et cette fois-ci, juste avec 3 champs de conversion. Donc là, je crée une conversion d'engagement, rappelez-vous, pour aller récupérer et faire de la rétention sur le funnel. Et donc le but, c'est que c'est comme si vous étiez dans un magasin, vous avez regardé pendant un quart d'heure des chaussures, et à un moment donné, vous allez faire l'intention de sortir de la boutique, et là, vous avez le vendeur ou la vendeuse qui vous dit « Et pourquoi vous partez ?» ou alors elle va vous faire une offre, ou vous parler. Et du coup, c'est le même réflexe entre guillemets commercial, et le but, c'est que derrière, on puisse transformer une intention de départ en quelque chose d'assez magique et une conversion d'engagement. Et du coup, sur cet exemple-là, ce qu'on fait en plus de ce dispositif de rétention, c'est qu'on le teste. Donc ça, c'est une des variantes qui va dire « vous ne trouvez pas de créneau ». Deuxième variante, c'est, étant donné en début d'année, on a travaillé sur les bonnes résolutions commence ici. Et troisième variante, vous avez une question ou besoin d'aide, blablabla, on est là. Et ce qui est top, c'est que vous remarquerez que c'est exactement les mêmes champs. On fait varier le message et vous allez voter sur quelle variante, selon vous, va mieux convertir. Mais dis, le fait d'avoir 2 photos différentes, ça ne change pas du coup la BTC? Si, ça change. Ouais. En fait, c'est là où c'est super, c'est que si on avait plus de trafic, ça aurait été intéressant en fait d'avoir la même image, enfin de créer plusieurs variantes, tu vois. Donc là, vous pouvez voter selon vous. Est-ce que c'est la 1, 2 ou 3? Je peux vous remontrer les slides si vous voulez. Ouais. Tout le monde a scanné. Donc là, la première, c'est celle-ci, où on ne trouvait pas de créneau, avec cette photo. La V2, c'est Pierre, avec les bonnes résolutions, commence ici. Et la troisième, vous avez une question ou besoin d'aide. Sur le funnel de conversion, quand l'internaute s'apprête à quitter celui-ci et qu'il n'a pas converti. Ouais. Tu as de la bonne... justement, parce que tu as un champ téléphone, un formulaire. Je remarque que c'est assez engageant. Ouais, c'est assez engagement. Ouais. Je ne sais pas si tu mets en obligatoire, mais souvent on se pose la question en fait dans un champ de formulaire, dans un formulaire comme ça d'opt-out, qu'est-ce que tu mets comme champ? Souvent on peut même se dire on va mettre juste l'adresse mail parce qu'on veut avoir l'adresse mail mais finalement rien du tout. Ouais. C'est quoi tes propos là-dessus, des champs que tu mets dans un formulaire d'opt-out? Est-ce que tu te dis vaut mieux avoir quelque chose que rien du tout, ou tu peux faire de la data pour avoir du lead qualifié? Ouais, là avec Pierre, on a priorisé quand même la qualité du lead, d'autant plus qu'on est sur un funnel final, on était vraiment sur la page de conversion, et que face à ça, en fait, tu avais 10 champs à remplir. Du coup, je rends obligatoire le nom, prénom, email et téléphone pour valider ce formulaire à cet emplacement exclusivement. Sinon, si ça aurait été ailleurs sur le blog ou quoi, je ne l'aurais pas rendu obligatoire le téléphone. Donc là, on privilégie la qualité du lead. Et du coup, si tout le monde a pu voter, vous allez voir que c'est la V3. Donc, est-ce que vous avez besoin d'aide qui convertit le mieux? Et ce qui est super, c'est que OK, l'échantillon est petit en termes de conversion, mais on passe quand même de 2,75 à 7,84 avec les mêmes champs. On a juste modifié la photo et la promesse. Bah là, non. Non, c'est pas significatif, on est sur des très peu.
Après, c'est là où tout l'intérêt de faire des A/B tests sur des plus grands échantillons, c'est que ça va prendre moins de temps si vous avez plus de trafic. Mais comme là, on est sur un funnel de conversion, en fait, ce qui est prioritaire quand même, c'est d'aller récupérer des leads ultra qualifiés pour Pierre. Derrière, c'est le commercial qui va essayer de les closer au maximum. Donc, en soi, c'est pas bien grave. On a juste joué le jeu de l'A/B test, mais ça nous montre déjà en fait les premiers signes pour dire, OK, quand même sur 100 personnes, il y en a 8 qui vont passer sur la variante 3 versus 3 sur l'original, enfin la V0. Vincent, il est en train de faire... il y a eu une vente qui a été faite là-dessus. OK. La semaine dernière, il y a une vente sur... Voilà. Du coup, ça peut très vite rentabiliser un dispositif tout simple à mettre en place. Et puis, ce qui est super, c'est que, en fait, à terme, une fois que l'échantillon aura grandi, enfin, là, par exemple, je vais enlever la V2 parce que les résolutions, on y passe. Du coup, très certainement, il y aura la V1 versus la V3 qui vont être en match, ce qui va en fait augmenter un peu plus d'échantillons. Puis on va le laisser tourner des mois et voir, je sais pas moi, dans un an, quelle est la variante qu'on va optimiser, ou on va venir la challenger avec une nouvelle photo, une nouvelle promesse, etc. Et du coup, bien évidemment, en fait, ces leads-là, on ne va pas les oublier. Donc là, c'est les différents leads que les pop-in ont générés. Je fais remonter l'information sur Analytics, qui va être précieuse. Donc, je vais différencier un internaute qui a vu ma pop-in des autres internautes qui ne l'ont pas vu, ce qui va permettre de faire des études statistiques par la suite si j'ai besoin. Et surtout, je le link à son Pipedrive, donc son CRM, pour que ça soit harmonieux en fait dans sa lead gen. Yes? Du coup, je ne t'avais pas dit, mais j'ai rajouté un message Slack. Ah, super. Top. Parfait, merci. Ouais. Du coup, en fait, on s'intègre, on va essayer d'intégrer les dispositifs d'optimisation de la conversion comme si c'était un funnel et que tout soit harmonisé chez le client directement. Et donc, dans quelques jours, avec Pierre, on va tester autre chose et cette fois-ci, on va s'intéresser au trafic qui est sur son blog avec un autre dispositif de rétention. Donc, on va déclencher, par exemple, cette pop-in-là qui va donner en téléchargement du premier chapitre de son livre best-seller contre de la lead gen. Cette fois-ci, le téléphone ne sera pas obligatoire, par exemple, mais le but, c'est de faire pareil en fait, que sur l'autre pop-in et que on va essayer de transformer un internaute qui est venu pour de l'information à un prospect. Et en deuxième position, c'est qu'on va tester d'autres propositions. Donc la première variante, elle va dire télécharger gratuitement le chapitre 1 du best-seller. La variante 2, elle va dire un rendez-vous personnalisé et un chapitre gratuitement pour vous. C'est votre jour de chance. Et la troisième, c'est pareil, mais je fais juste varier les couleurs et la promesse. Et donc ça, c'est ce qui va se passer prochainement sur le blog de l'AHP. Autre exemple, donc là, c'est Pare-brise Eco qui arrive avec une offre assez agressive de rachat de pare-brise une fois que vous avez remplacé votre pare-brise. Et du coup, ça, c'était son ancien site. Et en optimisation de la conversion, on a travaillé sur une image de marque qui est moins discount et plus posée. Et du coup, on va travailler sur une variante comme ça. Donc ça, c'est l'ancien site et ça, c'est le nouveau site sur lesquels on améliore tout simplement l'image de marque avec la même offre pour essayer de transposer une autre image de confiance un peu plus sereine pour mieux convertir derrière. Ouais. On voit ces deux versions, elles sont drastiquement différentes. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu observes? Parce que là, c'est pas élément par élément. Ouais. Là-dessus, pour être transparent, je n'observe rien parce qu'en fait, le client n'avait pas d'analytics. Donc, aucun point de mesure pour le avant-après. C'est vraiment sortir un nouveau site qui va être plus beau et optimisé pour la conversion selon l'expertise et l'intuition. Et du coup, tu vas A/B test, tu vas itérer sur la nouvelle version. Exactement, ouais, tout à fait. Et cette nouvelle version, elle part plutôt de toi, ton ressenti ou des bonnes pratiques que toi tu connais dans l'industrie.
C'est ça. En fait, le client voulait sortir de cette image de marque discount, etc., site amateur, à quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus pro. Et du coup, on va travailler sur cette nouvelle version pour voir qu'est-ce que ça donne. Il y travaille sur sa charte, etc. Par contre, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on sort du CMS WordPress qui est sur lequel, sur ce site-là et ce template, pour créer des landing pages un peu plus différents, qui vont être un peu hybrides entre le discount et l'image de marque posée. Donc ça, par exemple, ce sont des landing pages sur lesquelles on a travaillé ensemble avec le client et qui vont permettre d'acheter des mots-clés bien précis, d'arriver sur ce funnel-là et sur le premier écran de la landing page, de pouvoir convertir directement là-dessus. Est-ce que vous voyez une autre spécificité sur adopter ou adapter les usages? Le 06. Ok, ouais, c'est le téléphone. Quoi d'autre? Comparez bien les deux écrans. Ouais. En fait, en optimisation de la conversion, on va plutôt déconseiller d'avoir une stratégie responsive mobile, bête et méchante, qui consiste à resize les éléments. Vous remarquerez que j'ai volontairement sacrifié des éléments du premier écran qui étaient sur desktop pour laisser place à des usages plus propices au mobile sur la version mobile. Comme par exemple le Google Maps et le numéro de téléphone au détriment de ces deux phrases-là et surtout d'avoir tout mon formulaire de conversion dans le premier écran. Donc déclencher le GPS sur mobile, bam, et remplir et convertir sur le premier écran de mobile. Et donc, je n'ai pas juste resizé les éléments, je les ai adaptés à un usage mobile, en espérant que ça puisse mieux convertir derrière. Et du coup, le même client a une autre entreprise de vitres teintées voiture. Donc ça, c'était son site. Ça, c'est sa landing page, ça pique. Et du coup, on travaille. Le but, c'était de dupliquer le template de pare-brise éco sur vitres teintées. Mais cette fois-ci, en fait, par rapport au business model des vitres teintées qui ne demandent pas un devis ou quoi en ligne, lui voulait de l'appel et de l'action rapide. Et du coup, avec le même template, on va adapter par rapport au produit. En l'occurrence ici, une accroche, la géolocalisation, 5 arguments de conversion, le numéro de téléphone et surtout le call to action qui permet de trouver le centre le plus proche et afficher toujours par rapport à la ligne de flottaison desktop qui va être ici, le titre pour ne pas faire croire à l'internaute en fait que la page s'arrête là et l'inciter à scroller un peu plus bas pour aller consulter les centres les plus proches. Et du coup, pareil, en fait, sur la version mobile, vous remarquerez ici, donc ça c'est la version desktop, c'est celle que je vous montre. Donc là, quand on arrive ici, sur mobile, on va mettre la priorité sur le call to action qui va ouvrir la localisation du centre sur son GPS directement, ce qui est ultra important. Le cas d'Eden Transport, donc c'est une entreprise VTC à Paris qui va permettre aux usagers de réserver un chauffeur VTC avec des besoins précis, type une famille avec un enfant, donc un siège bébé, ce que vous ne pouvez pas avoir chez un Uber, ou alors une chaise roulante pour des personnes à mobilité réduite. Et du coup, la question se posait, pour pouvoir avoir une course, il faut remplir tout ce formulaire-là. Très long. Et du coup, il m'a proposé de refaire son site, ce que j'ai refusé, pour la simple et bonne raison que en fait, son business tient à rien du tout. Et je ne voulais pas casser le nombre de leads qu'il a déjà actuellement pour vivre. Sait-on jamais, on va se louper. Et surtout derrière qu'il y a une stack WordPress pas très flexible avec des funnels assez compliqués en fait, d'envoi de données et tout. Bref, je ne le sentais pas. Du coup, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, on va faire autre chose. On va installer un chatbot ici. Très moche parce que le client voulait ces pictos.
Mais le but, c'est que derrière, avec ce chatbot-là, on va aller cibler l'usage mobile. On va proposer exactement les mêmes champs de formulaire, mais si vous testez, vous êtes dans une conversation un peu à la Messenger ou à la WhatsApp. Donc en fait, vous avez juste à cliquer, etc. On fait tout implémenter, comme par exemple l'autocomplétion sur... donc là, si je tape 12 rue, l'autocomplétion sur Google Maps. Et du coup, vous allez remplir ce formulaire-là en mode discussion. Et ce qui a permis de faire en termes de performance, c'est qu'en 1 mois et demi, ça a généré à peu près une 60aine de demandes de devis, tout en sachant que le site génère à peu près 120 par mois. Donc on est à peu près plus un tiers de demandes de devis grâce au chatbot, sans forcément changer ou refaire un site et au risque de tout perdre ou quoi. Donc des fois, en fait, il y a des décisions qu'il faut prendre sur l'optimisation de la conversion qui doit être rationnée, mais surtout très très prudente parce que, ok, c'est beau d'aller chercher de l'uplift, mais des fois, ça peut être ultra risqué. Et du coup, il faut vraiment avoir un peu de recul et des décisions plus ou moins sages pour vraiment mesurer le risque et l'opportunité. C'est un outil qui est entièrement autonome, il n'y a pas besoin d'avoir un agent derrière. Non, tout est automatisé. Et en fait, l'envoi du formulaire ici te fait envoyer vers un Zapier et le SMS arrive chez le commercial qui va te rappeler tout de suite en demande de devis. Un peu comme avec AHP et Pierre. Donc ça, c'est, vous montrer différents usages qu'on peut faire en optimisation de la conversion. Le but, c'est d'aller rajouter ces usages-là qui vont s'adapter à chaque situation, toujours dans l'optique d'apporter un peu plus et d'améliorer l'expérience utilisateur et l'optimisation, et le taux de conversion final, sans tout casser, bien évidemment. Du coup, pour challenger tout ce test, bien évidemment, sortir de la vie personnelle est ultra important. Parce que vous remarquerez en entreprise, etc., je pense que le rouge est meilleur, ou alors mon branding, je le veux en vert. Ok, c'est ton avis personnel, c'est pas forcément ce que l'audience va préférer. Et du coup, il faut vraiment mettre l'ego de côté. Même en tant qu'expert, on le met de côté et on teste des choses et on voit ce que ça donne. Et s'il faut refaire ta charte en sélectionnant le rose pour Pierre parce que ça lui apporte, j'ai n'importe quoi, plus 50% de taux de conversion, Pierre David, je pense qu'il va prendre cette décision-là si ça lui apporte plus de business. Il y a une légende dans notre industrie qui dit que les pages moches convertissent mieux. Moi, j'ai un autre avis, c'est juste que quand on passe du temps à faire une belle page, quand on investit, en fait, on a moins envie d'y tirer dessus. Parce qu'on est dans une version parfaite, c'est plus ça que cette légende que les pages moches convertissent mieux. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir une décorrélation entre la beauté ressentie d'une page et sa performance derrière. C'est l'exemple que je donne le plus souvent, c'est Amazon. Taux de conversion incroyable, ok, notoriété de marque incroyable, mais d'un point de vue UX, UI, quand on regarde l'interface Amazon, on est quand même dans les années 2000, quoi. D'un point de vue usage et d'un point de vue beauté de l'interface. Après, il y a des très bons exemples, comme par exemple un site anglais qui s'appelle AO.com, qui est un de mes modèles en termes de ratio modernité, beauté et taux de conversion. Donc c'est un équivalent d'Amazon, mais spécialisé dans l'électroménager. Et eux, ils ont vraiment des très bonnes pratiques CRO et une interface plus actuelle que ce qu'on voit. Et du coup, ça peut être une référence, une inspiration pour tout business qui tourne autour de l'e-commerce, de voir un peu ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre, sur ces acteurs-là. Est-ce que tu versionnes selon les sources de trafic ? C'est pour ça que... Ouais. En fait, ce que je fais, c'est que une des bonnes pratiques, c'est de segmenter son A/B test par source de trafic. Ça, c'est la base. Sauf que pour faire ça, il faut vraiment avoir beaucoup de trafic pour avoir le luxe de le segmenter. Donc, ce que je fais, c'est que je le lance sur toute source, mon A/B test. Et ce qui est super en le liant à Analytics, c'est que derrière, je peux filtrer par source de trafic et voir les impacts. Et du coup, n'oubliez jamais qu'un taux de conversion, c'est une moyenne globale et que si vous allez peaufiner dans la data, 2%, ça se trouve, sur desktop, vous êtes à 4, sur mobile, vous êtes à 0, ce qui vous fait 2. Et du coup, une fois que vous allez peaufiner dans la data, vous allez trouver
des segments visiteurs qui vont mieux convertir et d'autres moins. Une histoire que je vous raconte, une fois, il y a un site e-commerce qui, du jour au lendemain, a perdu énormément de conversions, alors que rien n'a été changé en fait sur le site. Et du coup, on investigue à fond. Niveau campagne ads, tout est OK. Il n'y avait rien d'anormal en fait qui s'est passé. Sauf qu'en essayant et en segmentant dans Analytics, on s'est rendu compte qu'il y avait une perte au niveau d'un navigateur. Et c'était dû au fait qu'un navigateur a mis à jour sa version, qui ne supportait plus une ancienne version de jQuery JavaScript. Or, elle était utilisée dans le funnel de conversion par ce site-là. Laisse-moi deviner, c'est Internet Explorer ou Safari, quoi. Oui, c'était à l'époque de ça, ouais. Internet Explorer. Et du coup, en fait, en segmentant son trafic, on s'est aperçu que c'était ce navigateur-là qui faisait perdre X% aux clients de conversion. Et du coup, il fallait juste agir sur ce segment. Et du coup, si vous avez une vision trop macro sur votre taux de conversion, ça peut être biaisé. Il faut aller plonger encore une fois dans les chiffres, les segmenter par device, interface, données démographiques, géolocalisées, etc. pour aller regarder en fait quelle est la tendance, quels sont ceux qui tirent vers le haut et quels sont ceux et les segments qui vous tirent vers le bas le taux de conversion. Test and learn, itération. Et si tu veux, Nicolas, on peut passer à l'atelier ensemble. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que après le mastermind dernier, il y avait un atelier d'angle mort qui était super intéressant. J'étais avec Nolwenn, Laura, Valentin et Jérémy. Je me disais, tiens, personne n'est là ce matin. Et en fait, ils m'ont dit, il y a un souci sur ton site, parce que c'était l'atelier sur la LTV. Ils ont dit, il n'y a pas de problème de LTV, en fait, tu as un problème d'acquisition et de conversion. Allez, fais des choses, change des choses. Et de là, on a tenté des trucs, on a augmenté les tarifs, on a fait ci, on a fait ça. Sur le moment, c'était pas suffisant. Et puis on a dit, Gérald, écoute, on a un autre souci, c'est que nous, on fait du Google Ads depuis longtemps. On a une landing qui performait pas trop mal. Et en fait, depuis la Toussaint, plus rien. Donc ça ressemble au cas inexplicable. C'est d'un coup, on ne sait pas pourquoi, une landing qui fonctionnait, avec 0 modification, trafic toujours identique, du jour au lendemain, on passe de, je sais pas moi, peut-être 5 appels par semaine, à 0, voire 1, ou même plus que 5. Et donc là, on dit, il y a un souci, alors il faut qu'on se remette en cause et tout ça. Et donc, on a fait une immersion avec Gérald, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour retrouver du trafic et surtout des prospects? Et du coup, il dit, ce qui a l'air le plus facilement actionnable, la modification qu'on peut faire limite dans la journée, ça va être sur la landing. Donc ça, c'était la précédente version qui a tourné jusqu'au 10 décembre, parce que le 11, on a fait tourner une nouvelle. Et cette version-là, Julien, c'était toi qui l'avais inspiré. En plus, toi qui avais fait tout un design vite fait, que j'avais adapté. Et du coup, il y avait ça. Il y a une photo de moi de 2017, donc j'ai un peu moins cette tête-là. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait une promesse, devenez freelance en 3 mois. Il n'y avait pas forcément des bullet points avec des différents arguments, c'était plus un espèce de slogan ou forme certifiée accompagne, le bouton devenir freelance et un petit peu de rassurance sociale. Donc ça, c'était le plus gros écran. Et première chose qu'on a fait avec Gérald, c'est retravailler tout le haut. Donc si tu veux, tu peux repasser sur l'autre. Et direct, vous avez vu, le formulaire, il est remonté tout là-haut. Et avec en plus, ouais, j'ai le CSS qui pète, c'est pas exactement ça qui devrait afficher, mais on a le titre, « Formez-vous à WordPress et lancez votre activité », c'est plus devenir freelance WordPress en 3 mois, qui est devenu quelque part un sous-titre qui est passé au-dessus, avec du coup les 3 puces. Concevez des sites beaux, visibles, convaincants, décrochez une certification et trouvez vos premiers clients. Toujours la réassurance sociale, mais cette fois-ci, on a le formulaire à droite pour essayer d'aller choper des prospects. En sachant que du coup, ce formulaire-là emmène sur une page où il y a juste après un Calendly et ils peuvent réserver un appel. Alors que sur la landing précédente, on n'avait pas ça en intermédiaire, c'était tout en bas, il fallait descendre et il y avait directement le Calendly. Donc Calendly direct, c'est comme si ça ne marchait plus. Alors voilà, il y avait différentes formules et là, on a le Calendly qui se chargeait. Et donc ça ne fonctionnait plus forcément. Et par contre, maintenant, on a ce nouveau principe. En sachant que sur la nouvelle version,
on a un formulaire ici et on a un formulaire plus bas au cas où, si jamais il venait à lire, attention. En fait, on a 98% je crois des gens qui utilisent le formulaire du haut et très très peu le formulaire du bas. Du coup, toi, quand tu as vu ça, Mehdi, qu'est-ce que tu as senti comme évolution? Parce que c'est pas du tout un test AB, hein, c'est un test multivarié. En fait, on change plein de choses à la fois. On se dit, allez, on fait le ménage et on teste un nouveau truc de façon intuitive. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et c'est là où après on mesure et on voit si ça performe ou pas. En fait, quand j'ai vu la différence entre les deux taux de conversion et quand j'ai regardé les deux variantes, j'ai tout de suite compris laquelle allait performer. C'est évidemment celle qui va présenter en fait le formulaire de conversion dans le premier écran, donc c'est celle-ci. Et du coup, ça a été le cas, tu vois. Et en fait, l'internaute, il faut le voir un peu comme au resto, c'est-à-dire il adore recevoir le plat qui est tout prêt et qu'il a juste à manger. Et du coup, un formulaire dans le premier écran avec la bonne accroche, le surlignage, les 3 arguments, l'élément de confiance, le CPF, la flèche, le formulaire en 3 champs, c'est super pour convertir. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer, tu vois, cette différence en termes de taux de conversion. Il y a énormément de choses positives sur les deux designs que j'ai appréciés. Donc là, c'est subjectif, on va parler de beauté, mais en fait, ça transmet une image de marque qui est sereine, avec un code couleur serein, des titrages, on n'est pas dans la surcharge, et même le formulaire est très intelligemment mis parce qu'il y a 3 champs. Et les 3 champs, en fait, c'est vraiment le top en termes de conversion, parce que vous avez le meilleur ratio qualité de lead et temps de complétion pour l'utilisateur. Il y a 3 champs à remplir et vous avez le principal. D'un point de vue challenge, sur les deux variantes, ce que je vais peut-être recommander ou vous conseiller de tester, ça va être par exemple sur les deux variantes, quand on arrive sur le premier écran, on a du mal à voir qu'il reste du contenu en bas. Et pourtant, il y a des choses super intéressantes. Alors évidemment, tout le monde ne va pas lire, mais ce qu'on fait, et rappelez-vous de cet exemple-là, c'est que ici, si je me mets sur la version desktop et que je me mets sur le premier écran, en fait, si j'ai envie d'inviter les personnes à aller scroller, à aller consommer du contenu, je vais faire exprès de mettre dans le premier écran la première partie du titre pour te montrer volontairement qu'il y a encore des choses à consommer un peu plus bas. Et du coup, le fait de couper la page directement ici et de donner l'illusion qu'elle s'arrête là, ça peut avoir un avantage de la conversion, mais aussi ça peut être un détriment de la consommation de contenu qui peut être intéressante. Et du coup, ça peut être intéressant d'aller, gratter 50 pixels ici, remonter une toute première partie du titre, donc très peu en termes de dev comme action, et de voir est-ce que ça apporte plus de conversion derrière ou pas. Autre chose, par exemple, tu vois, Johan, si on ajoutait une deuxième chance à l'internaute, par exemple, un lien tout en haut de la page pour accéder au site WP Chef, en fait, c'est stratégique de faire ça sur certaines landing pages. Pourquoi? Parce que, étant donné que, on va dire, OK, le taux de conversion, il va être de 2, 3, 4, 5%. Donc, toujours l'inverse. Je n'ai pas pu faire convertir 95% de mon audience. Étant donné qu'une des best practices dans une landing page, c'est de la fermer au maximum pour le canaliser sur la conversion. Sauf que 95%, ils vont quitter. Et si on leur donnait une toute petite chance, pas trop visible, mais pas absente non plus, d'aller sur le site WP Chef, ce qui va permettre à toutes ces personnes-là d'avoir une seconde chance de convertir sur son site. Et du coup, c'est ultra stratégique aussi de faire ça parce que même derrière, si avec par exemple Johan ou votre Media Ads, vous allez déclencher le tag de conversion sur le formulaire de ton site, ça va même réduire tes coûts d'acquisition derrière. Et du coup, ça peut être intéressant. Autre chose, sur cette variante-là, tu vois, devenir freelance WordPress peut être un peu trop engageant pour l'internaute. Surtout pour ceux qui sont encore dans une démarche d'information.
Et donc, c'est ce qui peut potentiellement expliquer le fait de dire « Ah, ouais, bah, pas encore. Là, je veux juste découvrir qui vous êtes, quel est le programme, etc. » Et surtout, un internaute qui va taper, je ne sais pas moi, devenir freelance WordPress ou alors apprendre à utiliser WordPress, il s'attend peut-être à avoir un contenu de formation, à être guidé, à avoir 2-3 vidéos pour lui montrer, tu vois, peut-être une consommation de contenu enrichi, tu vois, qui peut être intéressant d'aller tester sur cette variante-là. Dès la landing. Ouais, dès la landing, ouais. Tu peux redire VSL, par exemple. Une vidéo ici en mode VSL sur ta landing page. Post-opt-in ou vraiment direct en front sur la page? Ouais, juste, tu vois, à la place de la photo, je mettrais bien quelque chose d'assez dynamique, tu vois, qui va donner envie à l'internaute et surtout de se projeter dans cette formation-là, tu vois. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que est-ce qu'elle est à distance, est-ce qu'elle est en présentiel? Et du coup, bah, si tu expliques dans une vidéo de 30 secondes tout ce qui va se passer, bah, ça va lui permettre de consommer cette information-là visuelle, de se projeter et potentiellement de l'engager sur de la conversion derrière. Et du coup, tu restes avec un titre qui est quand même assez intentionniste, mais tu te fais pas, tu restes sur du comment et pas trop de quoi, pas trop ce qu'ils auraient à la fin. C'est-à-dire se former à WordPress, mais pas gagner, travailler pour gagner, je sais pas, X clients par mois grâce à Internet ou là je pense que c'est compliqué là, mais tu vois ce que ouais, je vois. Sur l'incentive finale, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors à ce moment-là, la vidéo peut faire cet office-là, justement, de combler ce qu'il n'y a pas sur le titre. Ouais, tu peux. En fait, si je devais dessiner à chaque fois une landing page idéale, évidemment dans un monde idéal, c'est que ta landing page, elle doit avoir un espèce de contenu dynamique par rapport à la requête originale de l'internaute. Ça, c'est vraiment ton top, tu vois. Nous, tu vois, quand on bossait avec Yoann, surtout, en plus, on avait un produit concurrent. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connu avec Nico. Mhm. On faisait ça avec Yoann. En fait, on file par niveau d'intention. Plus on est proche de la transaction, plus on met juste l'opt-in, rappel, machin. Ouais. Si c'est, admettons, me former à WordPress, machin, c'est ultra transactionnel. Là-dessus, on met le formulaire plutôt à droite. Et si c'est un truc moins... Et surtout, on a des groupes de mots-clés qui sont assez bien sectorisés. Et du coup, le groupe de mots-clés va induire le headline. On peut avoir 3-4 groupes de mots-clés dans la campagne. Si c'est apprendre à faire un site internet, c'est pas la même chose que optimiser le SEO WordPress. Vous voyez, c'est pas le même niveau de complexité. Du coup, le headline était très souvent ISO avec le groupe de mots-clés qui était en question. Et donc, plus l'intention était, moins l'intention était franche, plus la transaction était lointaine, plus on amenait de l'éducation et avec des contenus soit en copie, soit nous on n'a pas de vidéo à l'époque. C'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est sur du Google Ads intentionniste. Donc c'est formation WordPress, formation web designer, formation développeur WordPress. C'est très précis, ouais. Oui, c'est très intentionniste. C'est pour ça que je me disais, tiens, côté VSL, bon, après on peut avoir d'autres funnels. Il y a Jessica qui a une question. Yes. Ça a été quoi parce que du coup vous avez dit que vous avez changé la page. Oui. Ça a été quoi du coup vos nouveaux La différence de data, de perfs. Oui. Ah non, mais en fait, les perfs, c'est pour vous garder éveillés. On les a. Puis c'est vrai que là, du coup, tu parlais beaucoup... Non, spoil pas tout. Tu parlais beaucoup de cette version-ci qu'on a désactivée, du coup, puisqu'on est passé à la suivante. Et ça m'embête, j'étais persuadé que j'avais réussi à diminuer la taille de l'entête et qu'on n'avait pas ce problème-là. Mais j'ai un trop grand écran qui m'induit en erreur, des fois. Mais ouais. Hein. Là-dessus, sur les mentors, parce que moi je dis les mentors, je suis un vrai gars, je suis pas un divi. C'est les UI, les VH. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, là, pareil, ça devait pas rendre comme ça. Normalement, les deux images, là, elles sont côte à côte. Hein. Il y a un vrai souci. Les cordonniers, tout ça. Ouais. Ah, mais c'est l'ancienne. Ouais, c'est l'ancienne. Ah, mais c'est pour ça, c'est pas la nouvelle. Sur la nouvelle, ça va être pareil. Très souvent, en fait... Ouais, sur la nouvelle, je me suis embêté. Voilà. Donc là, c'est l'accès WP Hero pour Nico. En fait, il y a autre chose aussi, c'est que, étant donné qu'on est dans le digital, que c'est notre métier, etc., si je regarde tous vos laptops, on est sur du Apple, écran Retina, bien, avec de belles couleurs, etc. Ce n'est pas la majorité des gens. La personne qui veut, à mon avis, prendre une formation WordPress, tu vois, j'essaye de la stéréotyper, elle est sur Windows, un écran, un petit Dell. 60% Windows chez nous. Ok, ce qui est énorme. Donc en fait, il peut avoir aussi une décorrélation par
Par exemple, quand on va dans des grandes agences de créa, etc., les mecs, ils sont sur du Apple Display 27 pouces, 6K, leur écran. Enfin, c'est beau, c'est ce qu'il faut pour travailler. Mais sauf qu'ils font des fois des sites pour des entreprises et des organismes publics qui sont sur Windows XP, écran 4 tiers. Et donc, ouais, il faut faire hyper attention entre le moment de la créa et du dev sur nos écrans, qui sont vraiment super, et puis le résultat final et surtout ce que possède l'audience, d'où encore l'intérêt d'avoir Analytics, parce que ça nous permet aussi d'avoir ça. Donc, quand on va sur Analytics, on peut savoir quel navigateur, quel OS est utilisé pour notre audience. Et donc là, sur la version mobile, sur laquelle je vais m'intéresser, évidemment, je pourrais recommander de faire remonter les champs du formulaire ici, voire même, étant donné qu'il y a 3 champs, tu vois, d'avoir quelque chose un peu plus interactif avec l'internaute. Pas en mode chatbot, mais tu vois, en mode typeform, tu vois, où tu vas saisir un truc un peu plus intuitif, tu vois, ça mérite d'être testé là-dessus. Plusieurs étapes. Exactement, ouais. Alors, très souvent, on a tendance à croire que plus un tunnel est long, moins il convertit. Mais en fait, ce n'est pas forcément vrai. J'ai déjà fait des A/B tests d'une page versus 3 étapes. Et c'est les 3 étapes qui convertissent mieux qu'une page, par exemple. Donc, en fait, il faut vraiment tester même le nombre de pages de vos funnels qui peuvent avoir un impact considérable sur la conversion parce qu'il y a un idéal en nombre d'étapes et de surcharge d'informations ou pas sur chaque step. On passe aux chiffres, c'est ça? Yes. Ça vient de partir, Jess. Du coup, les chiffres, on a la première landing, la 2B, versus la nouvelle. La 2B, j'ai pris 365 jours d'études, donc j'avais une année complète. La 2C, c'est que depuis le 11 décembre. Du coup, j'ai filtré, j'ai pris que le trafic Google Ads hors Performance Max, parce qu'on a des soucis avec les gens des îles qui prennent des appels et après, ça ne donne pas des clients. Donc, nous avons... C'est eux qui choisissent le créneau, mais en fait, ça colle pas. Bon. Donc, on a la différence de funnel ici, en fait. On voit bien qu'on a des visiteurs uniques d'un côté, 3388 et 292 de l'autre. On avait, à l'époque, uniquement le Calendly. Donc, forcément, c'était tout le trafic qui devait descendre jusqu'au Calendly avec des boutons ou avec des choses comme ça. Mais maintenant, on a du coup ce formulaire intermédiaire qui nous permet d'avoir des candidatures, entre guillemets. Derrière ça, on a la moitié des gens qui candidatent, entre guillemets, qui vont dans la foulée prendre un rendez-vous d'eux-mêmes, qui vont se mettre dans le Calendly. Ou sinon, c'est Alice qui va en citer quelques-uns pour aller pousser, mais on a au moins 50%. Ce qui nous donne, au final, du coup, l'ancienne version, on avait 2,5% en gros de prise d'appel. Et dans la nouvelle version, on est plutôt à 7% de prise d'appel dans la landing. Et du coup, c'est juste à l'intuition, sans test, AB, sans ci, sans ça. C'est qu'est-ce qu'on peut changer de gros, d'important. Et c'était notamment tout ce qui est en haut, la promesse, les différents bénéfices et choses comme ça. En changeant ça, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ça derrière. Donc, on ne fait pas du x3, mais plus que du x2, ce qui fait que sur la période, on est content. Est-ce que ça se maintient? Et tout ça, ça c'est autre chose. Est-ce qu'il faut itérer pour améliorer? Du coup, après la conf de Mehdi, il faut dire oui. Il n'y a pas le choix. Évidemment, il y a un phénomène d'échantillon. Et plus l'échantillon est petit, plus le taux de conversion est grand et ça se peaufine avec le temps. Donc, naturellement, en fait, le 7-19, si on le laisse tourner une année, il va diminuer, ce qui est normal. Mais en fait, très souvent, quand on lance un A/B test, dès les premières conversions, les premiers visiteurs, on a déjà il y a déjà quelque chose en fait qui se crée en mode ah oui, on a bon ou pas, tu vois. Et du coup, on peut très rapidement réagir dans les 2-3 jours. Parce que si dès le départ vous êtes à moins 40, moins 50, là il faut tout de suite couper pour pas que ça détruise non plus votre business derrière ou vos leads. En fait, en A/B test aussi, on peut jouer une carte de sécurité. Et d'où, encore une fois, l'intérêt d'avoir du trafic, c'est qu'on peut lancer un A/B test sur toute source de trafic, donc tout le monde, mais on va sécuriser X% de personnes qui vont être concernées par notre test. De dire, OK, moi, mon business, il est vital à 50% de mon audience. J'ai vraiment besoin d'avoir mes 30 leads minimum par mois pour, entre guillemets, survivre. Du coup, je vais tester, et en 60 leads par mois, je vais faire un A/B test que sur
50% de mon audience. Comme ça, je suis assuré d'avoir la base des 30 leads par mois qui maintient ma survie, entre guillemets, financière. Et puis l'autre, je peux me permettre d'aller faire de l'A/B test si c'est un peu compliqué ou qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on va lancer. Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on va regarder les premiers résultats, on peut couper à tout moment. Et un des secrets de l'A/B test, c'est de faire du monitoring. C'est-à-dire, on va lancer un A/B test, mais on ne va pas le laisser comme ça tourner dans la nature parce qu'il peut y avoir des mises à jour, le dev qui vous saute à un tag. Donc le but, c'est d'aller monitorer au moins une fois par jour ou tous les 2 jours que les variantes s'affichent bien, qu'il n'y a pas une petite confusion ou un truc qui fait tout sauter en fait. Ça reste quand même une surcouche JS et du coup, il y a un tout petit peu de risque maîtrisé comme partout. Ouais. Quand tu as A/B test, est-ce que tu gardes par exemple, toi, quand tu prends l'Académie de haute performance, tu as la situation initiale, oui. Après tu as rajouté les boutons et tu as fait la déclinaison de boutons, mais est-ce que tu gardes la LP originale dans ton A/B test en même temps ou tu gardes l'historique d'avant pour comparer? Non, en fait, je ne vais même pas toucher sur le fonctionnel de la page. J'évite au maximum de faire ça. Je vais agir sur le minimum de modifications qui ne modifie pas le fonctionnel de la page. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, tu te dis, OK, ma page, elle fait 2%. Oui. Après, tu lances un AB. Oui. Mais est-ce que tu laisses la page comme elle était à 2% en même temps que tes AB testing? Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. C'est ça. D'avoir le test consolidé pour pouvoir c'est ça. Mettre à jour ton site. Okay. En fait, ouais, ça se déroule au même moment, tu vois. L'A/B test d'AHP, allez-y, vous pouvez aller sur le site d'AHP et vous verrez que vous n'aurez pas la même couleur de bouton entre vos différents devices au même moment. La bonne pratique, ça aurait été de garder les 2 LP, même l'ancienne, pour la comparer à la nouvelle en même temps. Si on veut être statistiquement pertinent, oui, c'est mieux. Pour avoir la même saisonnalité, les mêmes moments, etc. Il y a l'enjeu de volume de data aussi. Oui. Ouais, bien sûr. Oui, parce que là, on voit qu'en 45 jours, on n'a eu même pas 300 visiteurs uniques. Donc, faire un test, ça prendrait des mois. Et du coup, tu as mis juste un email, mais tu rames pas derrière pour aller choper les calls. Parce que nous, on a ça, on est là maintenant, c'est super, réserve un call et tout. En plus, on l'annonce, on dit remplis le formulaire, et après, on fait un call de débriefing, ça après un assessment, etc. En fait, les gens, ils prennent pas le temps quand ils réservent le formulaire. Ben, en fait, c'est pour ça qu'on a la moitié qui direct va prendre un appel en autonomie sur la page suivante. Donc ça, on est sur de l'intentionniste encore une fois là. Ouais, là c'est quand même du trafic chaud, ils savent qu'ils veulent se former. Et parce que c'est suffisamment chaud, ça fonctionne. Ce serait des choses beaucoup plus tièdes ou froides, là, ça marcherait pas. Mais c'est vrai que l'autre moitié, tu as du mal à les setter, à les réveiller, à les faire répondre ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, voilà, ils ont perdu le nombre de fois. Bon, après, ils savaient pas trop pourquoi ils étaient là non plus, donc c'est pas plus mal. Mais 50%, c'est déjà bien. Oui, Alexia? Est-ce que tu as un minimum de nombre de vues ou un minimum de temps pour vraiment prendre des décisions sur la page? Ouais, super question. Le minimum que je recommande sur un A/B test, c'est au moins 2 semaines. L'idéal, même si vous avez beaucoup de trafic, c'est quand même 4 semaines, surtout en e-commerce, parce qu'en fait, il n'y a pas le même pouvoir d'achat au début et en fin de mois. Et du coup, si tu lances ton A/B test sur les 2 semaines du milieu de mois, même s'il y a l'original et tout, tu peux avoir en fait des disparités importantes. Du coup, minimum 2 semaines, idéalement 4 semaines, et au moins 1000 à 1500 visiteurs par variante qui ont vu ta page, tu vois. Comme ça, si tu as des taux de conversion aux alentours de 1%, tu as un minimum sur quoi tu peux comparer. Autre chose, Nicolas, ce qui me fait penser, tu vois, sur ce type de landing page avec du contenu enrichi, ce qui peut être intéressant, c'est que pour faire consommer en fait le contenu à l'internaute, donc réduire un tout petit peu le premier écran, mais surtout, tu peux aussi travailler sur un menu de navigation in-page pour aller montrer à l'internaute toutes les grandes rubriques que tu vas avoir sur ta LP, tu vois. Et comme ça, si je suis intéressé par le programme, ici, on peut imaginer, tu vois, un mini menu encre. Et je clique sur le programme et ça me fait scroller directement dans la bonne section. Limite, tu peux le rendre sticky quand tu scrolles. Et en fait, c'est super parce que ça invite à la consommation de contenu et ça donne un espèce d'ascenseur avec les bons étages, tu vois. Ce qui marchera plutôt bien sur desktop, sur mobile, oui. Plus de difficultés. Ouais, c'est ça.
Il y avait quelque chose d'autre qui m'avait sauté aux yeux, c'était une pensée forte pour Steve Jobs. Pourquoi? Parce que si je clique sur devenir freelance WordPress, donc là j'ai envie de convertir, je fais un clic, j'arrive là. Je dois encore en tant qu'internaute faire un effet de scroll pour aller chercher l'interaction. Et quand je trouvais le call to action et je reclique dessus, je suis encore redirigé vers la zone d'action dans laquelle je dois interagir pour conversion. Steve Jobs avait dit de ne pas faire plus de 3 clics pour arriver à une action finale. Donc, idéalement, je viens d'une campagne payante, j'ai déjà cliqué sur un lien, j'arrive sur un call to action, je clique sur le deuxième qui m'emmène sur le formulaire ou si je l'ai à disposition, c'est encore mieux, rappelez-vous, le plat tout prêt. Et du coup, il me reste un dernier clic qui est le bouton de conversion. Alors que là, en fait, j'ai besoin de 3 clics pour, grosso modo, 2 clics et un scroll pour arriver en fait sur un formulaire, ce qui n'est pas top en termes de parcours utilisateur, parce que plus l'internaute va faire des efforts, plus il sera feignant en fait de le faire. Et plus vous allez lui présenter le plat à tout prêt, il a juste à manger. Donc peut-être petite recommandation sur, c'est minime, mais faire quelque chose sur la zone de conversion qui va à la fois présenter le parcours freelance et la formule certif et en même temps afficher le formulaire. Il y a juste peut-être un petit travail de proportion pour remonter, tu vois, le formulaire de conversion ici dans cette zone-là. Du coup, vu que c'est l'ancienne version, on a retiré toute notion de formule et tout ça. Et donc, simplifié. Voilà, ça fait plus nos deux encres et nos 2 étapes. Yes. Et en pop-up, là, sinon, inscrivez-vous et en pop-up. Ouais. Et du coup, landing page, on peut mettre le lien du site, comme on a dit tout à l'heure, pour maximiser ses chances pour les 95% qui n'ont pas converti. Et aussi, un peu à la stratégie de AHP, mettre en place un dispositif de rétention qui va faire récupérer ne serait-ce que 10, 15 par mois de personnes qui n'ont pas converti et qui, potentiellement, grâce à un closer ou un commercial derrière, il peut vous faire signer 1 ou 2 leads par mois en plus, alors qu'il s'apprêtait à quitter votre boutique ou votre landing page. Et d'ailleurs, on a pu voir sur le test de la HP que c'était une approche très très ouverte, besoin d'aide, qui était sur le point de... Il y avait une tendance gagnante. Est-ce que toi, tu as vu une bonne pratique comme ça? D'autant plus avec une pop-up qui est un petit peu intrusive, qui arrive, quelle va être la meilleure approche? Ce côté besoin d'aide qui est ultra large et ultra positif, est-ce que c'est ce qui risque de marcher le plus? Ouais, en fait, si je reviens sur l'exemple de Eden Transport, je vais refaire sur le menu de navigation. Il y a évidemment estimer votre trajet, donc qui va vous faire remplir le formulaire, un trajet last minute et en fait besoin d'un renseignement. Et du coup, je recommande toujours de faire 3 entrées. Donc une qui est celle pour la conversion, une autre très souvent dans l'urgence, j'ai besoin de parler à quelqu'un, et troisième, c'est l'aide, besoin d'un renseignement. Et en fait, ce que je voyais pour lui, mais c'était juste une question de budget, c'est évidemment de créer un parcours de questions pré-remplies, des questions les plus... c'est pas comme ça exactement. En gros, je vais lancer un sondage Hotjar, par exemple, sur ta page, et je vais demander à l'internaute qui n'a pas converti, pourquoi il n'a pas converti. Et en fait, il va me dire, j'ai pas trouvé les prix, ou alors, est-ce que la formation se déroule à distance, quel est le nom du certificat, est-ce que je vais obtenir un certificat de niveau 1, 2, je sais pas. Et en fait, tu récupères cette matière-là, et tu te crées un chatbot avec le top 5 des questions, et en fait, tu vas les implémenter de façon automatique sur ton chatbot. Et comme ça, un internaute, quand il va cliquer sur besoin d'aide, tiens, il y a les top 5 des questions les plus posées. Il clique dessus, il y a une réponse. Et derrière, tu essayes de choper un email ou quoi, et ça devient un prospect. Et lui, il aura sa réponse par rapport à ta question. Tu n'aurais pas essayé d'implémenter directement ces nouvelles réponses dans ta landing? Tu les mets plutôt sur le côté dans un chatbot? Pour récupérer un email à la fin. Ouais. Et rappelez-vous, c'est toujours ça peut être la friction, l'élément manquant sur la page qui va dire « Ah tiens, je vais poser la question au vendeur et je vais voir ce qu'il va me dire », ce qui va permettre d'engager une conversation avec votre commercial fictif, qui est donc votre chatbot, et de pouvoir potentiellement transformer derrière.
Est-ce que tu utilises avec Hotjar les heatmaps ou les enregistrements d'écran? Ouais, tout à fait. Comment tu utilises ça? En fait, je l'implémente dans la partie mesure. Donc, systématiquement, par exemple, sur l'AHP, au même moment où j'ai mis un tag Analytics, je mets un tag Hotjar, en fait, qui va me permettre de récupérer les cartes de chaleur de clic, de scroll sur ces pages-là, de regarder les vidéos. Et si vous me laissez 30 secondes, je pourrais vous montrer un exemple intéressant d'ailleurs. Ouais, moi, je voulais demander, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont habitués des cartes de chaleur et des choses comme ça? Ouais, le heatmap, quelqu'un sait ce que... Vous avez déjà vu? Ok. Dites-le, vu que c'est un peu technique quand même, dites-le s'il y a des termes quand même que vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Ok. En fait, ça vient, je pense, enfin, ça se fait beaucoup dans la grande distribution. En fait, on regarde dans les magasins, et c'est pour ça qu'il y a les rayons, c'est le pain, et à certains endroits, il y a des produits phares et tout, et puis nous faire passer de rayon en rayon, nous faire naviguer dans les grandes surfaces. Ils observent ça avec les caméras, et ils voient un peu le parcours client. Bon, on peut faire exactement la même chose sur une page web. On peut voir les zones chaudes et moins chaudes, en tout cas, du truc, et ça permet de voir... on a l'impression que le bouton, en toute bonne foi, on l'a mis au bon endroit, parce que quand on l'a fait, on l'a bien pensé, machin, etc. Et puis en fait, on voit que c'est pas utilisé. Donc une info qu'on a mis trop bas, on se dit on l'a mis sur la page de vente, mais en fait il y a 3% du trafic qui la voit. Donc ça, c'est les heatmaps. Et ensuite, il y a un autre truc, je te laisse pour ça, je meuble pendant que Mehdi il y a un truc que nous on utilise tout le temps quand on met en prod maintenant, c'est obligatoire, c'est avec Hotjar. On enregistre comme un loom de chaque écran. Et donc du coup, ça fait vraiment comme un loom, ça enregistre l'écran. Alors ça masque tous les chiffres, toutes les données qui sont confidentielles, pour garder de la confidentialité. Si par exemple un mec rentre une carte bleue, ben, on n'a pas la carte bleue en clair. Mais tu enregistres l'écran du... Tu enregistres l'écran, ouais. Et du coup, ouais. Alors, et du coup, sur ce serait mieux avec du consentement d'un point de vue RGPD. Hein. Ouais, en fait, ouais. Techniquement, c'est pas. Enfin, techniquement, c'est pas. L'Européenne est bientôt à nous, donc on laisse tomber sur Sors. Oui, mais tu as l'adresse IP, tu as la géolocalisation, tu pourrais croiser plus tard des données. Mais l'image que tu enregistres, c'est que ton site. C'est ton site. Oui. Oui, non, c'est que ce qui se passe sur ton site. En fait, c'est pas un enregistrement de... C'est pas nominatif, c'est complètement nominatif, donc il n'y a pas de problématique. En fait, même techniquement, vous n'êtes pas en train d'enregistrer l'écran de l'utilisateur. En fait, ce qui se passe, c'est que l'outil va détecter les coordonnées XY de la souris X fois par seconde et va prendre en screenshot votre page et reconstituer en fait le parcours. Parce que ça serait hyper touchy d'enregistrer son écran. C'est une reconstitution en fait. C'est comme si vous enregistrez ma position dans la salle et que vous prenez la photo de la salle et vous allez dire bah voilà, regardez, c'est Mehdi qui se déplace. Mais c'est pas vraiment filmé. Et sur Hotjar, du coup, donc Hotjar, H-O-T-J-A-R, ça s'installe, c'est juste un tag qu'on met sur la page en question. Les 100 premiers enregistrements sont gratuits. Il n'y a pas besoin d'enregistrer tout le temps. C'est juste on fait une grosse mise à jour, on fait un lancement, on le met. Et nous, on avait fait ça, on avait à l'époque du e-commerce de Spicy. On avait un site qui était censé cartonner parce que les produits étaient ouf, machin, etc. Et en fait, il y a juste un truc qu'on avait oublié, c'était de connecter le Stripe. Il était en test. Et il était encore avec les codes de test. Et donc, du coup, on ne comprenait pas qu'on n'avait pas de conversion. Mais ça, en fait, tu le vois grâce au debug. Ça te permet en fait de voir par-dessus les poils de ton internaute et de voir comment il utilise ton site. Et en tout de débugage, c'est vraiment génial. Et il y a un truc, moi, sur la nouvelle landing que j'ai pas montré et dont on n'a pas gardé la trace, qui n'a pas été forcément versionné ni testé ou quoi que ce soit. On a pu voir avec Hotjar que les gens n'allaient pas suffisamment bas à un moment. Ils se lassaient par la disposition des éléments. Alors du coup, on a retiré ça, on a fait une autre disposition. C'est toi, Gérald, qui disais faisons-la différemment. On l'a fait différemment et une semaine plus tard, on voit que les gens descendent plus bas dans la page. Donc quelque part, c'est une victoire. Ils ont vu plus d'éléments, ils descendent plus bas. Donc c'est forcément du mieux. Et les gens sur l'ordinateur, c'est plus compliqué sur mobile, mais ils lisent avec la souris. Oui. Et donc, bon, c'est un comportement humain qui nous aide vachement à voir si les mots qu'on pense être importants dans une page sont réellement lus, utilisés. Donc on lit avec la souris. Ça permet de savoir aussi ce qui est vu ou pas vu. Et là, j'ai dit pour le chatbot, du coup, il faut que ça soit vraiment. Alors, quelqu'un d'autre qui met en place ou Non, enfin honnêtement, non. Techniquement, c'est pas très compliqué. Il y a là où ça va se compliquer, c'est si tu veux lier un chatbot à derrière ton CRM et faire tout le parcours, etc. Tu vois.
Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est les différents parcours, les formulations. Mais disons que oui, c'est pas... Avec l'intervention d'un développeur pendant 10 minutes sur les problématiques les plus complexes, ça peut se faire, tu vois. Plus toi, ton temps de travail de création de chatbot, de scénario, qui va prendre un peu plus de temps, tu vois. En fait, comme c'est des interfaces qui sont faites pour être utilisées par les marketeurs, donc c'est assez simplifié. Après, évidemment, quand on veut faire des choses poussées, il faut faire appel à de la compétence un peu plus technique. Pourquoi ça ne va pas se connecter? C'est un appui long sur le bouton. Ouais, j'essaye. Ça devrait le faire. Yes, good. Merci. Donc là, par exemple, c'est une carte de chaleur sur le site AHP qui va montrer un formulaire de contact. Et en fait, les zones froides vont représenter le nombre de clics qui ont été effectués sur ce champ-là. Et du coup, ça nous permet de voir en fait, les éléments les plus cliqués d'une page. Là, c'est relativement simple parce que en fait, c'est une page de formulaire, donc c'est plutôt logique. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir sur un autre template de page plus avancé. Entretien offert. Tiens, on va tester ici. Alors ça, du coup, c'est Microsoft Clarity et c'est pas Hotjar. Ouais. Est-ce que tu vas en préférer un par rapport à un autre Comment est-ce que tu vas... Clarity va être gratuit, un peu plus flex par rapport à Hotjar, un peu moins puissant, mais enfin oui, les deux se valent, tu vois. J'ai longtemps utilisé Hotjar, maintenant je teste Clarity pour voir qu'est-ce que ça donne. On a une question de Baptiste. Yes. Juste une question. Je l'avais entendu, j'avais un petit doute. Mm-hmm. Est-ce qu'Hotjar ralentit pas un peu le chargement de la page? Alors, la théorie... Voilà, c'est pour ça que chaque caractère que tu vas ajouter en plus, mathématiquement, il va ajouter plus de poids à ta page parce que c'est une donnée supplémentaire. Donc en fait, oui, quand tu ajoutes n'importe quel outil sur ton site, il va le ralentir. Après, tous les outils ne se valent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le développeur qui a fait son SaaS dans son coin en suivant un tuto. Il y a le développeur expérimenté qui va créer son SaaS. Et puis, tu as quand même des entreprises comme Hotjar où tu as une armée de développeurs où c'est leur travail toute l'année de faire ce genre d'outils et qui, à mon sens, eux, vont avoir une sensibilité, tu vois, à faire des outils plutôt légers, tu vois. Et puis tu le fais pas tourner en continu. Ouais. C'est ça. Mais En plus, toi, tu le sais, on l'a fait, mais... c'est pas du JS qui se charge en asynchrone en plus, Mehdi? Oui, c'est ça. Ouais. Si, dans tous les cas. Et d'habitude, alors ça va dépendre des outils et tout ça, mais c'est du JavaScript qui va se charger en asynchrone. En fait, il va pas bloquer le chargement initial de la page va s'afficher et après, quand il va commencer lui à se lancer, il va être en léger différé, ce qui fait que... Ça, Baptiste, il sait pas faire les photocopies. Mais bon, Baptiste, tac, qu'est-ce que je fais? Alors. Donc là, par exemple, c'est une reconstitution filmée d'un internaute qui est en train de naviguer sur une page. Je vous en prends une un peu au hasard, avec un petit clic, le scroll. Clarity et Hotjar, ils n'ont pas fait des versions genre avec l'IA qui arrive à analyser genre les 100 derniers, à dire une tendance pour pas que justement on ait ce qu'il fallait, parce que comme dit, c'est quand même chiant. Ouais, mais si, ils vont te faire quand même des recordings qui vont générer de la frustration par le nombre de clics, etc. Ce qui va te permettre un peu de guider parce que tu as quand même 2000 enregistrements là-dessus. Enfin, c'est plus long que Game of Thrones, quoi. À regarder. Bon, on peut mettre en x4 d'habitude. Ouais. Qu'est-ce que je... En fait, là, il y a 5 clics. Tiens, ça peut être intéressant.
regarder. Ouais, les bugs de responsive et tout. Hein. Oui. Tout le monde est, nous, ça nous a aidé à débugger pas mal. On a l'impression que nos sites étaient bien et tu te rends compte qu'en fait, il y a une grosse part de la population qui voit le dernier bouton du menu qui revient à la ligne, ça fait dégueulasse. Quoi, oui. Donc, par exemple, sur cette page-là, c'est grâce à un outil comme ça, du coup, comme Clarity, qu'on a pu détecter que ici, donc un internaute, quand il essaye, par exemple, de valider le formulaire, il clique sur télécharger et les 3 champs sont obligatoires, ce qui n'est pas indiqué. Et en fait, le message d'erreur, il est écrit en rouge. Et du coup, si on va sur cette page-là et qu'on essaie de valider le formulaire, bah, en fait, ça ne marche pas. Et comme le message, ce champ est obligatoire sur rouge qui va s'afficher sur un background rouge, personne ne le voit. Et du coup, en fait, j'avais partagé à Pierre et à Gérald le bon recording qui ne fonctionne plus. Mais en gros, on voyait l'internaute cliquer comme ça plusieurs fois pour essayer de valider le formulaire, sauf qu'il avait oublié un champ et qu'il n'arrivait pas à lire ce champ est obligatoire parce qu'il était rouge sur un fond rouge. Et du coup, petite optimisation, tu le rends en blanc et déjà, ça va permettre d'éviter ce cas d'erreur. Et ça, bah, par exemple, moi qui arrive sur le projet d'optimisation et qui n'a pas un historique de mise en prod pour la HP, etc., je ne me serais jamais rendu compte si je n'aurais pas vu ça lors d'un enregistrement ou lors d'une heatmap que j'aurais pu visualiser. Du coup, ça a tout un intérêt à vraiment avoir ce tracking d'audience, de mettre en place des cartes de chaleur, et puis pour un niveau avancé, avoir ce type de dispositif comme le recording vidéo. Qui connaissait Hotjar ou l'équivalent Clarity? Nice. Ouais, c'est plutôt très connu et puis c'est bien utilisé. Donc là, on voit vraiment l'internaute qui navigue. On a des données anonymes évidemment sur sa navigation. Et puis il faut passer du temps pour trier les bonnes vidéos et celles qui vont nous donner des insights. Et ça, en fait, très souvent, on va les comparer à tort à des tests utilisateurs. Un test utilisateur, je ne sais pas, vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est... on fait appel à un panel, ils s'assoient devant nous, on leur met un écran, on leur dit « Ah bah tiens, prends rendez-vous à l'Académie de la haute performance parce que tu es coach. » Ouais. Et en fait, pendant son parcours, il est là, il est en train de dire « Ok, je vais cliquer ici sur le menu. Ah, je scrolle. Ah, je ne comprends pas ça, etc. » Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a un peu ces feedbacks en live. Par contre, c'est un peu biaisé parce que déjà, il sait qu'il est là pour ça. Il va décrire ce qu'on ne fait jamais en vrai. Et 3, il est payé pour faire ce travail-là. Donc, forcément, il va vous partager des choses. Tu as des techniques pour regarder beaucoup d'occurrences de manière rapide et efficace? Bah là, par exemple, je vais regarder le nombre de clics et le nombre de pages qui ont été visitées, tu vois. Je vais regarder les vidéos qui font au moins 5 à 10 clics, tu vois, minimum, et l'internaute qui a visité au moins 2 pages, ce qui va me permettre de trier, tu vois. Mais du coup, pour revenir sur les tests utilisateurs, le problème, c'est que comme c'est payant et comme c'est à échelle humaine et physique, vous allez le faire, vous allez en faire 10, vous allez avoir des insights, mais c'est un peu biaisé pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et du coup, le recording vidéo, étant donné que c'est non intentionnel, donc l'internaute est en train de vivre une vraie expérience utilisateur en ligne, on fait une reconstitution de ce qu'il a vécu, et du coup, les données, elles sont naïves parce que l'internaute ne sait pas qu'il est en train d'être entre guillemets filmé, même s'il n'est pas filmé. Et du coup, ça nous donne vraiment des insights et des fois, on voit les gens vraiment, on ressent la frustration par le nombre de clics qu'ils vont effectuer sur un formulaire ou un call to action. Je pense que c'est OK pour moi. Nicolas, je ne sais pas si tu as d'autres questions. On peut passer à la dernière phase qui est donc les questions-réponses, si vous le souhaitez. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment. J'ai une petite séance d'applaudissements pour cette dernière. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, mais il y en a eu pas mal au fur et à mesure, mais... Ouais, Steph? Yes. J'ai une question. Si tu prends un site et que tu changes par exemple le checkout au page de la boutique, sur un site qui fait déjà beaucoup de trafic et beaucoup de conversions, combien de temps est-ce que tu préviens les clients via mail, par exemple, le site a changé de design, combien de temps avant, combien de fois avant le changement tel, par exemple?
En fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant et courant là-dessus, c'est que sur de la refonte de site ou de homepage, ça peut être ultra intéressant d'aller choper tes top clients ou les personnes qui reviennent très souvent sur ton site pour leur faire tester la nouvelle interface et avoir des feedbacks. Par exemple, pour Hello Bank, dont j'étais client, ils faisaient des ateliers pour la nouvelle version de leur application physique. Tu vois, tu avais un événement, tu étais invité, tu testes la nouvelle application, tu leur donnes un peu tes feedbacks. Donc, du coup, c'était super intéressant. Et du coup, tu peux faire pareil en fait sur une nouvelle page. Donc, récupérer, tu vois, ton top 10, 20 des clients, leur montrer la nouvelle page, récupérer les insights. Et du coup, ça va te permettre de faire ça par itération. Et ensuite, tu peux prévenir, je ne sais pas moi, une semaine avant le lancement de ta nouvelle homepage là-dessus. Donc ça peut être une solution. La deuxième solution qui va être data-driven, c'est de A/B tester ta nouvelle page avant sa sortie. Tu vois, tu prends ton 50% de trafic actuel de ta page d'accueil, tu leur montres ta nouvelle page pendant une semaine, 2, tu regardes les répercussions sur la conversion et ce qui va te permettre de lancer le go de la mise en prod ou pas, tu vois, si tu veux vraiment jouer de la prudence. Mais ça peut être, je dirais une semaine, 15 jours maximum, ouais. Je t'en prie. Gab ? Tu as beaucoup parlé de Google Analytics. Maintenant, c'est devenu plus très accessible, pas tant en termes de prix, mais plutôt en technicité. Ouais. Pour toutes les personnes qui n'ont pas un Mehdi dans leur équipe, est-ce que tu as une alternative qui serait plus plug and play? Oui. En fait, la puissance d'Analytics aujourd'hui, c'est vraiment dans leur écosystème, tu vois. C'est qu'effectivement, depuis l'arrêt d'Universal Analytics, une larme, maintenant, la data, elle est vue vraiment comme du BigQuery qu'on va venir nourrir derrière, avoir cette masse de données et traiter ça comme si c'était une base de données. Du coup, l'alternative qui a pris vraiment le relais d'Universal Analytics, c'est Piwik Pro, qui est vraiment super sur 3 points. C'est que, un, il ressemble d'un point de vue tracking à l'ancien Universal Analytics, donc simple, rapport très détaillé et tout. Deuxième argument, c'est qu'il y a un TMS dedans. Donc, en fait... Google Tag Manager, c'est l'équivalent. Ouais. Donc, vous avez le CMS de tag qui est dans Piwik Pro. Troisième argument, tu as une bannière de consentement. Et tout ça géré chez Piwik avec une formule gratuite ou payante à, je crois, 20 balles par mois, ce qui est rien du tout. Et du coup, avoir la bannière de consentement, l'outil Analytics, le Tag Management System dans la même entité, c'est plutôt cool, tu vois. Et ce que je vais plutôt privilégier, c'est de dire j'aime bien l'état d'esprit de Google d'un point de vue données, rapidité, beauté visuelle des interfaces, etc., et écosystème. Du coup, vous installez Google Analytics, et puis après, ce que je conseille, c'est d'avoir un deuxième outil Analytics de précaution, comme par exemple Piwik Pro. Et comme ça, tu as l'avantage des deux. Et si demain, je ne sais pas ce qui peut se passer avec la RGPD ou quoi, ce qu'on a vu sur des très grands acteurs ayant eu un seul outil, par exemple, depuis Analytics depuis une dizaine d'années, c'est quand il a fallu passer sur un nouvel outil RGPD compliant, en fait, il perdait 10 ans de données. Alors que si tu as 2 outils déjà installés, peu importe en guillemets ce qui va se passer, tu as au moins un backup derrière. Ceinture et bretelle. Ouais. Merci Mehdi pour ta présentation. J'aimerais savoir comment tu travailles. Est-ce que tu fais uniquement du done for you? Alice a fait du média RMC Sport. Conférence de presse du dans ça. Je ne suis pas entendu, on écoutera la question. Du coup, c'est ce que je voulais dire. Done for you. Quand tu bosses, en gros, est-ce que tu fais du consulting? Genre, on peut faire 1, 2, 3 appels avec toi où tu vas nous dire un peu les changements qu'il y a à faire. Et dans ton done for you, comment tu bosses, en fait, de quoi tu as besoin pour travailler? Est-ce que tu fais tout en interne, par exemple, tous les changements de page, etc. Il y a 2 choses qui sont déjà, que j'applique déjà, donc c'est du conseil done for you. Comme par exemple avec Pierre, en fait, on s'est mis d'accord sur de l'optimisation de la conversion. Voilà le plan d'action en amont. Pierre n'a eu pratiquement rien à faire là-dessus. Du coup, j'ai posé le tag avec son développeur, j'ai pris le relais, j'ai créé mes variantes, je lance les A/B tests, les pop-in, etc. Pierre n'est intervenu que sur la partie commerciale, signature et le suivi que je lui fais chaque semaine sur les performances. Et son développeur qui a posé un seul tag, en gros. Donc ça, c'est le done for you, je m'occupe un peu de tout.
La deuxième partie, c'est Moi de l'intérieur, désolé, ce qui est trop bien, c'est que même le quick win avec Mehdi, ça a été directement, déjà il a débugué le tracking. Et ça, ce que je t'ai dit, on est toujours à la règle des 48 heures, hein, on doit faire un effet waouh dans n'importe quoi, sur nos formations, nos prestats de service, un effet waouh dans les 48 premières heures. Déjà il a débugué le tracking. Une prestat de tracking, déjà c'est chiant à faire, c'est cher à mettre en place. Quoi. Et donc déjà, ça c'était déjà le gros plus pour l'équipe en interne, pour l'avoir vécu de l'intérieur. Ouais, c'est vrai, parce que en fait, vous allez pouvoir faire de la CRO et beaucoup vont dire ouais, viens, on va optimiser la conversion, et ils arrivent et ils font de l'A/B testing. Moi, je commence pas à faire un A/B testing si ton tracking analytics est foireux, parce que c'est foncé dans le mur, ou c'est comme conduire une Formule 1 sans connaître la vitesse et les tours par minute de ta voiture, tu vois. Et du coup, vraiment la base, la structuration, c'est ton tracking, il faut que ça soit OK. Et comme ça, on part sur un bon KPI de départ, ce qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on va, combien on a optimisé, tu vois. Et de deux, c'est la meilleure manière de faire les choses. Du coup, Done for You, je peux faire des coaching conversion, donc des sessions 30 minutes par exemple, et je te fais en live des retours où je vais te recommander tel ou tel outil et vous le faites de votre côté. Et puis en parallèle, j'essaye et je réfléchis à une méthode, à une façon de transmettre la conversion, soit pour vous former à le faire avec vos équipes, soit au contraire vous donner toute la chaîne et des outils préconfigurés pour le faire. Donc ça, c'est ce qui... Et il y a un boulevard sur ce marché-là, tu peux vas-y fortement. Merci. Et voilà. Et après, étant passionné aussi par l'IA et avec une fibre geek, c'est ce que j'ai essayé. J'essaye aussi de proposer des nouveaux usages qui, à mon sens, vont s'adapter à l'ère qui nous attend de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que j'avais préparé justement la dernière slide à titre de démonstration. C'est que si vous allez sur le site de mon agence, en fait, j'ai créé une IA adaptée à ma propre agence. Donc, c'est un espèce de chat GPT intégré sur mon site à laquelle j'ai donné en fait mon knowledge. Donc, en fait, c'est comme si vous parlez à mon assistant commercial dans le but de engager mes internautes sur l'agence et la conversion. Je vais juste voir si je peux faire un essai. Il me tarde d'avoir tes retours, Romain. J'en prends pas ma gueule. J'ai des centaines de questions, mais je ne sais pas par quoi commencer. Alors, je vais tester quelque chose. 8 minutes, c'est bon? Ouais. J'aurais fini avant. Super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis sur le site de l'agence et je vais vous présenter mon clone IA, en espérant que ça fonctionne. Bonjour, je suis Mehdi. Comment puis-je vous aider à mieux convertir vos internautes? Bonjour, j'ai un site e-commerce de vente de chaussures et j'aimerais optimiser la conversion. Bonjour, c'est génial que vous souhaitiez optimiser votre site e-commerce de chaussures. Je peux vous aider à améliorer votre taux de conversion. Pour commencer, pourriez-vous me dire quel est votre objectif principal? Est-ce d'augmenter le nombre de ventes? Exactement. Exactement. C'est le réseau, hein. On espérait que tu sois venu pour ça. D'abord, paye. Allô? Mais je vous propose d'essayer chez vous. C'est bien aussi. Grave. Bonjour, je suis Mehdi. Comment puis-je vous aider? Vous testerez dans un endroit où il y a du réseau. Mais en fait, le but, c'était d'essayer de m'exercer sur ça. Et puis de deux, de voir comment est-ce que les usages vont évoluer sur l'IA. Et au-delà du fait qu'on parle des IA juste pour chat GPT, ma vision, c'est de dire, OK, les IA, on peut les implémenter pour améliorer l'expérience utilisateur, optimiser la conversion et les adapter à ses propres usages.
Et du coup, enfin voilà, plein de choses en tête. Et les prochaines semaines et mois vont être riches. Et je dois réfléchir sur quoi axer mon projet exactement là-dessus. Mais voilà. En tout cas, merci pour l'invitation, Gérald. Merci à toi. J'ai vraiment kiffé, même si la journée n'est pas encore finie. La soirée aussi. Et merci à tous aussi pour les nombreux échanges. N'hésitez pas si vous avez la moindre question ou quoi. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et puis, je pense qu'on fait le meilleur métier du monde qui est entrepreneur. Voilà. Merci, Mehdi.